Genre, ma mère m'a trouvée sur la plage avec un mec, elle l'a pas fait. Donc, j'ai mis, je suis major de ma promo, 19 sur 20 et tout. Il a dit, bah, c'est normal, à force d'écarter tes jambes entre l'école et la maison. Je me suis voilée genre 5 jours avant le ramadan. Les gens étaient là, allez, grosse hypocrite. Ouais. J'étais la plus suivie sur TikTok. À ce moment-là, j'avais presque 3 millions d'abonnés. Voilà. Parce que tu dois accepter à aimer ton voile, malgré que des fois, tu te sens pas belle avec. Et maintenant, il y a quoi ? On est presque 30 employés. Ouais, on est sur 15 000 articles vendus. Wow! Allow me to reintroduce myself. My name is Ho. Hello les incroyables, la team incroyable. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du Off Show, que vous nous écoutiez sur les plateformes d'écoute ou que vous nous regardiez sur YouTube. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, je reçois une vedette du digital. Je reçois une femme entrepreneur. Je reçois une créatrice, je reçois une femme qui influence le Sénégal. Regarde, tu fais bugger même mes bombes. Je reçois Fainara dans le Off Show. Rien que ça va. Hein. T'as vu ? Salut. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Un plaisir de te recevoir. Ben, moi aussi, je suis contente d'être là. Enfin, on est assis là. Enfin. Parce qu'on peut le dire aux gens, plusieurs fois, on a essayé de... Ouais, au moins 3 ou 4 fois, on a dû annuler, reporter. Non, mais c'était parce que c'était pas le bon moment. C'est Dieu seul qui sait. Il fallait que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dire les choses. On va pas aller. Non, aujourd'hui, on va surtout apprendre à te connaître. D'accord. Parce que tu es une femme influente. Tu es une femme qui fait beaucoup de choses, tu vois. Moi, je te connais depuis un petit moment sur les réseaux. Et où c'était important pour moi de te recevoir. Je trouve que tu es une des rares personnes dans l'influence et dans la création de contenu que j'ai su voir évoluer et transformer son image en business, qui a une vraie stratégie, j'ai l'impression, dans ce que tu fais. Mais on va apprendre à découvrir tout ça. Et je vais te poser la première question, qui est la plus compliquée du podcast. C'est celle que je pose à tout le monde. Aujourd'hui, Fainara, quelqu'un qui ne te connaît pas, comment tu te présentes ? J'avoue, c'est compliqué. Hein. C'est la question la plus compliquée. Après, c'est tranquille. Bon, je me présente. Moi, c'est Fainara, métisse, sénégalaise et espagnole. Donc, j'ai grandi. Je suis née au Sénégal. Ouais. Mais j'ai grandi la plus grande partie de ma vie en France. Puis, je suis retournée au Sénégal pour mon bac. Donc, après mon bac, pardon. Donc, aujourd'hui, je suis entrepreneur, créatrice de contenu. Je suis sur les réseaux sociaux, je fais mes petits contenus et à côté, j'ai ma marque. Petit contenu. Il n'y avait pas les petits contenus des... Gros contenu, ok. Je fais mes contenus, voilà. Et j'ai ma marque Fainara Mastour. Je viens de me lancer aussi dans l'événementiel. Bon, tout ce qui touche le marketing en général, je suis dedans. T'es dedans. Voilà. Ok, très bien. Voilà. Très belle présentation. Je trouve que ça te résume bien. Merci. Et maintenant, on va rentrer dans le détail et on va apprendre à te connaître. D'accord. Donc toi, tu dis, tu es née où ? Je suis née à Ndangan, dans le Sine Saloum, au Sénégal. Ok. Voilà. Donc, je suis née là-bas. J'y ai vécu 4 ans. Ok. Donc, j'étais entourée de ma famille, mon père, ma mère, tout le monde. Après, malheureusement, j'étais malade. Ok. Donc, je faisais des crises de convulsions. Sauf que ce qui peut paraître moindre dans certains pays est plus grave ici, puisqu'on était dans des conditions assez précaires. Voilà, je viens d'une famille qui, à la base, était très modeste. On vivait dans une petite case. Il n'y avait même pas d'eau, d'électricité, mais on était nice, quoi. Très heureux. Et le fait qu'en fait, je sois malade, je fasse des crises à répétition, en fait, ma mère était toujours obligée de me porter, de courir à l'hôpital, de courir 1 kilomètre, me ramener. Et donc, j'étais entre la vie et la mort tous les jours. Oh, wow. Et le fait qu'elle ait déjà perdu un enfant avant moi, bon, ça lui a mis un petit peu le déclic. Elle s'est dit, bon, est-ce que tu vas pas aller chez tes oncles et tantes en France, te soigner, etc., le temps que ça aille mieux, quoi. Pour mon avenir. Après, c'était déchirant pour elle aussi parce que du coup, elle avait déjà perdu un enfant. Donc, elle perdait à moitié son deuxième enfant. Mais elle l'a fait pour me sauver la vie. Elle l'a fait pour toi, bien sûr. Voilà. Donc après, je suis partie à mes 4 ans. J'ai vécu du coup avec ma tante paternelle et mon oncle. Donc, mes parents étaient restés au Sénégal pendant ce temps-là. Et voilà, j'ai vécu ma petite vie. C'était bien. J'étais sur la Côte d'Azur au début. Donc, je vivais à Nice.
C'était une toute autre vie. Je crois que je m'en rendais pas trop compte au début, tu vois. Toi, d'abord, c'est le papa qui est sénégalais ou c'est la maman qui est Non, c'est sénégalaise? ma mère. Ok, Ma mère, elle est sénégalaise, mon papa, il est espagnol. bienvenue. On est rares les métis où Ouais. c'est la maman qui est sénégalaise et Ah ouais ouais, je te jure, j'ai Toi aussi toujours l'impression que c'est le papa qui est sénégalais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ben, en général, on est plus accroché à notre culture, ceux Ouais. qui ont la maman. Ouais, bah. Tu as pas alors, remarqué? non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi j'avais ce besoin de rentrer au Sénégal. Ah ouais, toi aussi? Mais quand je dis ce besoin, c'est-à-dire que Dingue. c'était viscéral. C'est-à-dire que moi, avec ma C'est- mère, on a eu des engueulades. Désolé, maman. Ma mère, elle dit toujours que je parle toujours bien de mon père. Je dis des trucs, maman, je t'aime, maman, je t'aime. Mais je suis obligé de dire la vérité. Mais avec ma mère, en fait, tu sais, elle voyait pas les opportunités au Sénégal. Pour elle, rentre pas au Sénégal. Pourquoi tu rentres au Sénégal? Tu vas Oui. faire quoi? Mhm. Et pendant des années, jusqu'au jour où j'ai pu venir ici. Mais je pense que je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce que je suis né ici et que mes premiers souvenirs de vie sont ici? Mais c'est ça. Hein. Ou est-ce que c'est parce que c'est maman qui est sénégalaise et c'est ça? En fait, c'est les deux. Ouais. Tu as ce besoin de te raccrocher à tes racines. Ouais. Tu as des souvenirs. En fait, le Sénégal, c'est vraiment spécial. Des souvenirs, des odeurs. Moi, j'ai quitté à 4 ans. Ouais. Mais Bah, j'ai pareil, à peu près même âge. Mais j'ai des souvenirs de mes 4 ans Bien sûr. et de mes 3 ans. Bien sûr. Il y a des odeurs que je sens actuellement. Bah, tu vois, on parlait d'odeurs Ouais, tout à l'heure. l'odeur, ouais. Je te jure, il y a des odeurs que je sens. Je me rappelle, c'était quand j'étais petite que Ouais. je les sentais. Ouais. Donc, j'ai toujours eu ce besoin de revenir, tu vois, de rentrer. Genre. Et quand tu pars à 4 ans, est-ce que Ouais. tu as des souvenirs de ce départ-là? Alors, Tu le réalises ou pas du tout à cet âge-là que tu non, quittes? Non. j'ai pas réalisé. Ouais. Et j'ai pas réalisé au début. Bon, j'ai pas tellement de souvenirs du voyage en tant que tel, on me le raconte. Mhm. Apparemment, j'étais assez chiante. J'étais un peu compliquée, un peu rebelle, parce que moi, j'étais une petite fille très rebelle. Genre, j'étais tout le temps en culotte, à courir partout dans le village, à insulter tout le monde. Et Ah ouais, j'étais vraiment la rebelle du village. Genre, je m'embrouillais avec le fou. Mais des insultes, pas des petites insultes, genre des grosses insultes. Je volais. Quand j'allais au cours arabe, je prenais toutes les chaussures là, de la mosquée, tu vois, des petits. Je volais tout. Genre, ma mère, elle en pouvait plus de moi. J'étais pas possible. Mais Du coup, quand je suis arrivée en France, j'étais la bandit voyou en France. J'ai une vidéo où je chante au clair de la lune. Ndeysaan. Je chante comme ça, c'est trop drôle. voilà, le jour où l'épisode sort, t'as intérêt à sortir cette vidéo dans ta story Instagram. J'espère que je la retrouverai. On veut la Je vais voir. essayer, d'accord. Je vais essayer de demander à mon oncle. Et du coup, j'ai pas trop de souvenirs de ce changement. Je me suis vite adaptée. J'ai vite pris en fait mon oncle et ma tante comme mes parents. Figure paternelle, maternelle. Ouais, Ouais. je les appelais maman, papa. Et donc, j'étais petite, quoi. Je comprenais pas Bien sûr. grand-chose. Jusqu'au début, je prenais des serviettes, je priais dessus et Ndeysaan. tout. Je disais, Allah Akbar. Ndeysaan. Donc, au début, je comprenais pas, mais j'étais bien, j'étais heureuse. Ouais. Ils se sont très, très bien occupés de moi. Ouais. Donc, je vivais ma life. Hein. Et tu fais donc toute ta jeunesse, adolescence à Nice? Non. Non. Alors, j'ai fait que 1 an à Cannes. Ouais. C'était environ à Cannes, Mandelieu exactement. Ensuite, on a déménagé à Valence, Mhm. donc dans le sud-est. Ouais. Et ouais, on a déménagé à Valence parce que ma grand-mère était là-bas, paternelle, donc elle était un petit peu malade. Et j'ai passé vraiment 10 ans là-bas. Ok. Donc, c'est là où j'ai vraiment grandi, dans un petit village qui s'appelait La Roche-de-Glin. Mhm. C'est pas si petit que ça, mais c'était chill, tranquille, un petit peu campagne. Vraiment une enfance, on va dire, ils se sont bien occupés de moi. Ouais. J'étais fille unique du coup. Ouais. Donc j'ai grandi jusqu'à mes 13 ans, j'ai grandi toute seule avec mes parents, mon chien, tu vois. Après, j'étais une enfance un peu turbulente, une enfant un peu turbulente. Oh, mais tu t'es gâtée, c'était la petite gâtée. J'étais pourri gâtée. Après, j'étais pourri gâtée. Ouais. J'étais la fière, moi, Ouais, mon mais bien papa. Et ouais, ils m'ont couvé d'amour. Parce Et que surtout, du coup, je pense en tant que parent qui a vécu malheureusement la perte d'un enfant, tu sais, quand t'en as un, c'est ça. tu projettes tout. Donc, Et c'est même pas ça, parce que pour le coup, moi, je grandissais pas avec mes parents. Je grandissais avec mon oncle et ma tante qui, eux, n'avaient pas eu d'enfants. ouais, Du coup. donc en plus, toi, Donc, toi, tu avais l'amour de ton oncle et ta tante qui étaient leur enfant, c'est ça. qu'ils n'ont pas eu. C'est ça. Et j'imagine J'avais 4 parents. tes parents, quand ils te voient, C'est ça. tu leur as tellement manqué que c'est l'amour qu'ils ont gardé pendant des mois pour toi. Quand ils te voient, ils te le donnent. Donc, ah oui, non, tu devais être Ouais. chouchoute. Oui. Chouchoutée, oui. J'étais chouchoutée, c'est vrai. Mais machallah, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs, ouais. Ouais. C'est Ouais. des beaux souvenirs. Donc, tu fais tout ton cursus
à côté de Valence? Ou tu as d'autres aventures de vie? Alors, j'ai d'autres aventures. Ok. Comme j'aime pas la tranquillité. Du coup, à mes 13 ans, je pense, 13-14 ans, entre-temps, du coup, mes parents étaient revenus en France. Ouais. Donc, ils sont divorcés, ils se sont séparés. Mhm. Et mon père, du coup, était à Valence, mais ma mère avait refait sa vie en Bretagne. D'accord. Donc, en fait, j'ai eu un petit électrochoc quand ma petite sœur est née. Oh. Parce que du coup, elle est née et je me suis dit, mais pourquoi je suis pas avec ma mère Ouais. et tout. Donc, je suis rentrée. Ouais. Je suis rentrée avec elle à Saint-Malo. D'accord. Donc, tu quittes le sud de la France Je pour quitte aller le vers la sud Bretagne. Pour aller vers la Bretagne. Donc, j'ai fait ma 3e jusqu'à ma terminale à Saint-Malo. Ouais. Et ensuite, bye. Je me suis barrée, ça m'a traumatisée. J'aimais pas trop la Bah, Bretagne. j'avoue, c'est quand même une autre ambiance que par rapport au sud de la France, Ouais. j'imagine. J'ai pas trop kiffé Ouais. la mentalité des gens en général. Ouais. Ils étaient sympas, mais pas mon délire. Ouais. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus cosmopolite dans le sud. Oui. J'avais plus de références, etc. Surtout au collège, où il y avait des Noirs, il y avait des Arabes un peu partout. Je me sentais plus chez moi. Après, c'est vrai, bon, j'avais ma famille sénégalaise, etc. Mais on était quand même en minorité dans la ville et tout. Moi, j'avais une maman qui était très stricte sénégalaise. Enfin, elle est sénégalaise, Ouais, quoi. exactement. Donc, je sortais pas. Et à côté, j'avais que des potes qui sortaient, qui Qui allaient en boîte, fumaient. qui buvaient et tout. Enfin, Je vois très bien l'ambiance, j'ai connu ça. voilà, qui avaient leurs premières histoires d'amour et tout. Moi, j'avais pas le droit. Oui, non. Clairement, moi, c'était mort. Un jour, ma mère m'a trouvée sur la plage avec un mec. Elle l'a pas fait. Et j'avais 18 ans. Donc, c'était deux réalités. Ouais. Et moi, comme j'étais un peu rebelle et tout, bref, ça n'allait pas. Ça collait pas. C'était pas fait pour moi, la Bretagne. Ouais. J'avais besoin de m'émanciper, de partir. Et en vrai, j'ai toujours voulu partir au Sénégal. Ok. À la base, pendant mon bac, je passais le concours Sciences Po. Oui. Donc, je voulais passer le concours Sciences Po parce que moi, je voulais être journaliste. Et, intéressant que tu dis ça. Ouais, je voulais être journaliste à la base ou avocate ou un truc qui parle beaucoup, en tout Ah, cas. ouais. Mais au final, bon, je suis pas très scolaire comme personne. J'avais des très bonnes notes, mais je suis pas scolaire du tout. Donc, je détestais apprendre et tout. Et pour passer le concours Sciences Po, il faut apprendre de fou. Ouais. Et c'est vrai que très vite, je me suis posé les bonnes questions. Je me suis dit, est-ce que ça va m'épanouir? Est-ce que c'est un cercle qui est ouvert pour moi en tant que femme noire, parce que je me considère comme une personne noire, surtout en France, qui est racisée. Même si en France, on doit dire que t'es une arabe. Non, parce qu'en fait, c'est mon voile qui... J'ai l'air d'une arabe avec mon voile, mais sans mon voile, j'ai l'air d'une métisse. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Parce que moi il me prenait toujours marocain. Peut-être. Quand j'étais plus petite, non, pas trop. Ouais. Mais maintenant, oui. Oui, non. Alors là, t'as rajouté le voile dessus. Alors là, y a Habib. Là, c'est bon. Mais... Non, là, c'est clair. Même si tu dis que t'es sénégalaise, là. Mais moi, j'y crois plus. Là, c'est bon. Elle se regarde dans le miroir, elle dit ah oui, non, c'est vrai. Ah oui. Oups, oui, non, d'accord. Non, je ressemble à une métisse avant. Ouais, mais toi, en tout cas, personnellement, pour toi, dans ta conscience personnelle, tu es noire. I'm black, yeah. Vraiment. Dans ma tête, je suis noire. Ouais. Depuis petite, parce que quand j'étais plus petite, j'avais subi pas mal de racisme dans mon petit village et tout. Donc, le fait d'aller dans un collège un peu de cité cosmopolite, ça m'a permis de me sentir un peu... Ah ouais, t'avais déjà du racisme à cet âge-là? Bah, toute mon enfance, j'avais presque pas d'amis. Hein. J'étais toujours la noire, tu vois. Donc, c'est pas ouf. J'avais quelques copines, mais bon, j'étais quand même pas mal rejetée par rapport à ça. C'était, je m'en souviens, il y avait une copine à moi qui s'appelait Loana, si tu passes par ici. C'était la grosse et moi, j'étais la noire. Genre, on était les deux... tu vois, rejeté de tous les autres, tu vois, donc c'était pas ouf. Donc c'est ce qui m'a créé aussi mon caractère après et tout. C'est ça que j'ai demandé, comment tu fais pour... Parce que moi, ça, par contre, je l'ai pas vécu. Tu vois, quand à un moment dans notre vie aussi, nous, on est partis en France, on était quand même dans des petits villages aussi. Et j'ai pas vécu de racisme. Ça m'est arrivé une fois. Ouais. Une fois, mais c'était un épisode. Ouais. Tu vois, j'avais croisé un groupe de skinheads qui m'avait traité de sale nègre. C'est la seule fois où ça m'est arrivé, tu vois. Ouais. Mais comment toi tu le vis, tu vois, est-ce que ton entourage réussit à t'accompagner dans ce moment de questionnement? Oui, bah après j'avais des parents très très là pour moi, tu vois, très présents, qui allaient voir les professeurs à chaque fois que ça n'allait pas, qui les accompagnaient, parce que j'avais des enfants turbulents, des retours dans ton pays, des regarde le caca c'est toi, des trucs comme ça, tu vois.
Du coup, face à ça, je rentrais en pleurant. Ou des persécutions de certains professeurs où tu sens que c'est pas naturel. Ah, même des professeurs. Ouais. Des professeurs qui s'acharnent sur toi pendant toute une année et ils aiment tout le monde sauf toi, tu vois. Du coup, tu te poses la question, tu te dis, ouais, bizarre un peu, tu vois. Ouais. Après, ça va, j'avais une maman qui m'a toujours donné confiance en moi, tu vois. Ils m'ont toujours dit, t'es magnifique. Ils m'ont fait très vite plonger dans le domaine de l'art. Donc, j'ai fait beaucoup de piano, de chant, de musique et tout. Donc, je me renfermais plus sur ça, tu vois. Et à côté, ils étaient très présents. Et ils me rappelaient toujours que j'étais intelligente, que j'étais belle. Donc, peut-être que ça m'a forgée, mais c'est sûr que c'était pas facile. Et après, quand je suis allée dans un collège plus cosmopolite, c'était plus facile. Ensuite, les métisses, elles sont devenues à la mode, là, tu sais, les curlières et tout. Donc, ça va, quoi. Je me suis émancipée un peu. Je me sentais mieux. Mais même au collège, j'ai eu une période comme... au lycée, j'ai eu une période comme ça où j'ai vécu une petite vague d'harcèlement à un moment. Mais c'était arrivé à un stade où on ne pouvait plus m'harceler, en fait, parce que j'étais déjà forgée et tout. Retour à l'harceleur. Mais c'est marrant parce que dans ce que tu dis, tu vois déjà le fait que tes parents te mettent à faire du piano, des activités comme ça, tu développes déjà le côté créativité. Oui. Ce que j'ai retenu aussi, c'est quand tu dis que tu voulais faire du journalisme ou avocate. Tu vois, on en revient pour moi à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Tu vois ? C'est vrai, ça m'a créé. Mais à ce moment-là, toi, tu ne réalises pas encore ce que tu vas faire plus tard, mais j'avoue que tu vois, on voit déjà les prémices. C'était évident quand j'y repense, parce que même quand j'avais 12 ans, je faisais des montages. Ah ouais ? Ouais, j'avais une chaîne YouTube. En plus, j'avais percé. C'est ma mère et tout après qui m'a dit arrête et tout parce que j'étais trop jeune. T'avais une chaîne YouTube à 12 ans ? Je te jure, au début, je perçais pas. Oui. Au début, j'avais pas percé, mais je m'en souviens, genre vers 14-15 ans, j'avais fait une vidéo avec ma sœur et la vidéo sur YouTube avait eu genre 500 000 vues. What ? Tu sais, à l'époque, c'était un truc de ouf. Non, mais attends, 500 000 vues, c'est énorme. Je te jure, même aujourd'hui, tu vois. Et j'avais commencé à avoir des partenariats. T'es sérieuse ? À l'époque, on m'avait envoyé une perruque. J'étais contente. T'es sérieuse ? Je te jure. Et tu faisais quoi comme vidéo ? J'avais fait, c'était quoi, l'alphabet challenge, je crois. C'était genre en mode, chaque lettre, tu mets une musique. Ok. Je sais pas si tu vois. Donc, non. Bon, bref, c'était juste un challenge. Genre, par exemple, Justin Bieber. Ok. Genre, tu choisis une... C'était juste ça. Ok. Je faisais des playlists, des lookbooks, des tutos make-up. Mais qui te filmait ? C'est moi. Je me filmais, je faisais mon montage et tout. Je te jure, j'ai toujours aimé ça. Et tu avais appris le montage comment ? Toute seule. Sur YouTube ? Ouais, toute seule. Je téléchargeais Filmora, tout ça. Waouh, ok. J'ai toujours aimé ça. J'ai des... Ça me fait trop rire d'ailleurs quand je vois ça, mais j'étais à fond. Non, mais c'est FAQ Today, personne ne me calculait, j'avais 12 ans. Ouais, mais alors les filles, j'ai toujours aimé ça. Alors, la question qui me vient naturellement, c'est vu que ta mère, à ce moment-là, voulait pas que tu fasses ça, quel regard elle porte aujourd'hui, avec le recul, tu vois, avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous en avez déjà reparlé ? Oui, après ma mère, c'est vrai qu'elle a eu raison à ce moment-là parce que j'étais trop jeune, tu vois, j'avais 15 ans, j'avais 14-15 ans. C'était du coup ma mère, mon parrain et tout m'ont dit écoute, t'es trop petite, j'aurais pu poster du n'importe quoi à l'époque là, tu sais, je m'en foutais. Ouais, mais où je suis pas d'accord, c'est que pour moi aujourd'hui, ils auraient dû peut-être, ils voient que t'aimes ça, tu fais pas de mal, que ça te passionne, te développer. Et surtout qu'en plus, imagine, tu dis, tu as une vidéo à 500 000 vues. Parce qu'à ce moment-là, je sais pas, on est en quelle année quand tu fais ça, à peu près, tu dirais ? On était en 2015, 2016, ouais. Ok, 2015, 2016, c'est à peu près cette période-là où des Mister V, des choses comme ça. Je sais que j'aurais personne de ouf. Ben oui, tu vois. Je sais. C'est pour moi, c'est dans ce sens-là que c'est trop dommage. Que je dis ça. Bon, après, c'est pas dommage parce que tu as ta destinée, tu as ta destinée qui t'est écrite et tu feras ce que tu dois faire. Ça. Mais oui, ils auraient dû pousser. Après, je leur en veux pas d'un côté parce qu'à l'époque, c'était down. Ils connaissaient rien, tu vois. Ils étaient juste en mode de protéger. Surtout, comme je t'ai dit, j'étais un peu rébellion et tout là. Donc. Ouais, et puis surtout en tant que parent, à ce moment-là, les réseaux, Internet, tu connais pas, t'as peur que ton enfant y soit. C'est ça, et j'avais plein de changements dans ma vie. Enfin,
Ma mère, elle était affolée pour un rien. Hein. Il suffisait que je me renseigne sur l'islam. Elle avait peur qu'il y avait Al-Qaïda qui m'emmène et tout. J'ai vécu la même chose. Voilà, donc tu connais les parents. Ce genre, je croyais qu'il y avait des terroristes qui m'avaient approché. Oh, non, moi aussi. Moi, quand j'ai dit que je voulais me convertir, fais attention, Al-Qaïda, le truc, ouais, non. Mais c'est trop drôle, mais du coup, ouais. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Mais j'étais bien partie. Non, puis après, bon, nous, on voit ça aujourd'hui en mode c'est dommage parce qu'on sait ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais effectivement, c'est intéressant de voir que donc, dans ta jeunesse, ce côté créativité, ce côté vidéo, ce côté création de contenu, t'appelle déjà. Ouais. Ça te parle déjà. Ouais, ça a toujours été là. Et t'as envie d'en faire. Donc, tu fais ton lycée. Tu t'orientes en quoi au lycée? L, littéraire. Ouais. Ok. Donc, on reste toujours dans ce côté mots, art, exactement. Tu finis ton bac. Ouais. Qu'est-ce que tu fais après le bac? Je me casse. Tu te casses où? Je me casse à Dakar. Direct. Ok. Parce qu'en vrai, un jour, je parlais avec un cousin comme ça, il m'expliquait son parcours. J'ai dit, vas-y, je vais faire pareil. Genre, il m'en fallait pas plus. En vrai, je voulais juste partir. C'est vrai que mes parents, pour le coup, ma mère, mon oncle et tout, ils n'étaient pas du tout chauds parce qu'ils quand même, ils se sont battus pour revenir en France, oui, eux. Bien sûr. Donc, ils ne pouvaient pas comprendre le chemin inverse. Ils se sont dit, mais attends, pourquoi tu fais ça? Nous, on s'est battus pour venir ici et toi, tu rentres? Ouais. Genre, what? Mais bon, je leur ai pas trop laissé le choix. J'ai fait, bon, de toute façon, ils me connaissent. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je vous demande rien. D'accord? J'avais travaillé depuis mes 16 ans, je travaillais l'été et tout. Ok. Je travaillais pendant les vacances de Pâques, les jours fériés et tout, parce que ma mère, elle nous a quand même inculqué ça, de beaucoup travailler. Du coup, j'avais mes petites économies, je crois que j'avais 2000 euros, 2500 euros. J'ai dit, écoutez, j'ai pas besoin de vous, là. Je rentre et je vous demanderai rien, vous inquiétez pas. Au pire, si je me loupe, je reviens. Okay. Et j'avais 18 piges, tu vois. Et toi, tu pars dans ton optique de faire quoi? Un an? De t'installer définitivement? C'est quoi ton optique quand tu pars à 18 ans? One life. Genre vraiment, tu dis, okay, je me suis dit, en vrai... Qui tente rien n'a rien, j'y vais, j'ai envie d'y aller. En fait, tu sais, je réfléchissais comme les expats. Ouais, je vais rentrer au pays, faire mon business, tu vois. Genre, toujours penser qu'il y a mieux ici et qu'on peut tout ramener là-bas. Mais en même temps, j'étais assez consciente du fait que, en fait, si tu connais pas l'éthique d'un pays et ses réalités, ni sa langue, ni rien du tout, tu peux pas t'y installer. Donc, Tu ne parles pas Wolof, toi non plus, à ce moment-là? À ce moment-là, je parlais pas Wolof. D'accord. Donc, j'ai dû le réapprendre ici. Ouais. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas en terre inconnue et tu y vas pour apprendre tout, le comportement social, la langue, les possibilités de business. Genre, vas-y, j'avais confiance en moi déjà à ce moment-là. Et je sais pas, moi, j'ai toujours cru en ma bonne étoile. Je savais qu'il allait se passer quelque chose, quoi. Donc, je suis venue, j'ai fait des études de management, business, marketing à IAM. Donc, tu viens, mais tu prends des cours ici. C'est pas genre tu viens et tu vas à l'école ici. Oui, je vais à l'école. D'accord. Parce que sinon, on m'aurait jamais laissé rentrer. Non, on sait jamais, tu vois, parce que tu aurais pu dire, OK, je viens faire une année sabbatique après le bac ou un truc comme ça. C'est tu viens, mais tu as quand même un projet de continuer d'un point de vue scolaire. Ah oui, je voulais faire mes études. Okay. Je voulais faire mes études et pourquoi pas après rentrer. Enfin, en vrai, je m'étais dit, vas-y, t'as 18 ans. Si tu dois tomber, c'est maintenant. Tu t'en fous. Tu vois, tu rentres, tu travailles, tu reviens. Mais le projet à la base, c'était que je fasse mes études et que chaque été, je rentre pour travailler en restauration. D'accord. Et payer le reste de l'année. Bah, tu vois, moi, je trouve que c'est très mature de ta part qu'à 18 ans, tu réfléchisses comme ça parce que rares sont les personnes qui, à 18 ans, ont déjà un plan. Parce que la manière dont tu me le racontes, là, c'est que toi, tu as un plan. Tu sais qu'OK, les étés, je suis en France pour faire de l'argent, pour me financer, pour pas demander d'argent à mes parents pour le reste de l'année. Et le reste de l'année, je suis à Dakar parce que finalement, si je comprends bien, en fait, toi, pour ton bien-être personnel, tu te sentais bien que ici. Donc, parce qu'en fait, c'est pas comme si tu viens ici, mais tu veux pas continuer les cours. En fait, toi, tu veux continuer tes cours, tu veux continuer ton process, sauf que plutôt que de le continuer en France, c'est ça. Tu as envie de le continuer ici. C'est ça. Et une question que je t'ai pas posée, c'est que entre tes 4 ans et tes 18 ans, est-ce que tu viens quand même régulièrement au Sénégal ou tu n'es pas revenu? Je suis revenue que à mes 16 ans. Donc, quand je suis rentrée chez ma mère. D'accord. Parce que du coup, mon oncle et ma tante n'étaient pas très chauds pour que je retourne. D'accord. Par rapport à ma santé, etc. Donc, du coup, je suis pas venue pendant des années. Et du coup, tu sais, j'étais trop en mode, mais moi, je viens d'où? Enfin, je comprends. On me racontait mon enfance, mais
Exactement. Et surtout, si tu es dans cette période de questionnement par C'est rapport ça. au racisme que tu subis, on te fait sentir que tu n'es pas chez toi. C'est ça. Donc, Et- je me suis dit, c'est là-bas chez moi. Exactement. Exactement. Ouais. Bon, finalement, ici aussi, ça... Oui, non, ici aussi, de toute façon, en tant que Life. métis, ouais, voilà. Tu seras jamais chez toi nulle part. Ouais, ouais. On va peut-être créer le Métisland. Ouais, peut-être. Ça serait pas mal. Why not? Après les carterons, je sais pas s'ils rentrent. Ouais, ou pas, non. quoi. Les cartons, on doute. Certains. Ouais. Mais la question, alors, c'est qu'à tes 16 ans, Ouais. quand tu reviens la première fois, Ouais. ça Coup te de fait, foudre. ça te fait quoi? C'est Oh ça? là là, coup de foudre. Coup de foudre parce qu'en fait, je suis venue avec ma sœur. En fait, j'ai une sœur, j'oublie que c'est pas ma sœur de sang, mais en gros, c'est ma sœur adoptive. Mhm. Enfin, bon, bref, c'est ma sœur. C'est ta sœur. Et je suis revenue donc avec OC. On est venu, je crois, 1 mois. Ouais. Mais j'ai revécu. Mais c'était incroyable. Donc, on était avec ma tante, sa maman et tout. Puis, elle nous a fait passer des bêtes de vacances. Enfin, on nous donnait 10 000 francs par jour. C'était un truc de ouf pour nous, tu vois. On allait acheter du mad, on allait sur la plage, on a rencontré d'autres jeunes. Enfin, c'était dingue, ce sentiment de liberté que j'avais, ce sentiment de... J'étais trop bien. Je suis à la maison. Je suis chez moi. Mhm. Je suis chez moi, je me sens chez moi. Tu connais, ici, on te complimente à tous les coins de rue. Tu te sens jolie, tu te sens bien, tu te sens épanouie. Et on s'intéresse plus à toi parce que du coup, tu es expatrié. On se demande de... Les gens sont beaucoup plus ouverts, quoi. Ils sont super cool et tout. Et ouais, je sens beaucoup plus de, je sais pas, de bienveillance un peu partout et tout. Je me sentais juste chez moi. Je me disais, OK, il faut que je revienne. Ok, donc Et finalement, après ce voyage des 16 ans de 1 mois, tu sais... Ok. C'est ça. À la base, même, je voulais faire ma terminale là-bas. Pour Ok. te dire. Après, c'est vrai que les écoles privées ici, c'est un peu cher, je trouve. Donc, je me suis dit, bon, les écoles en France, c'est moins cher. Enfin, c'est gratuit. Donc, autant En finir profiter en France, du quoi. système et faire mes C'est 18 ça. ans, mon bac. Et après, je viens faire mes cours ici. C'est ça. Et en même temps, l'été, je rentre faire de l'argent pour financer mes Exactement. cours. Exactement. Je m'étais dit, comme mes parents travaillaient dans la restauration, ils avaient un bon poste. Je pouvais trouver un bon travail, à chaque fois gagner 2 000 – 3 000 euros par mois et revenir. Donc, comme ça, j'avais mes économies, quoi. Sauf que, en fait, c'est arrivé au courant de 2020, Ouais, Covid. et impossible de rentrer. Ouais. Les économies étaient parties parce que, en fait, Dakar, c'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Dakar, c'est souvent plus cher qu'on le croit. Quand tu viens en vacances, C'est ligaments croisés. Dakar, c'est bien. Quand tu viens en vacances, tu sais, tu as un peu d'argent. Là, mais quand tu vis tous les jours et que tu veux Non, c'était suivre un certain rythme, ça non, va mais vite. en 3-4 mois, j'avais Ouais. presque fini. Oui, non, je comprends. En plus, j'étais hyper en mode de, ouais, je t'achète ça, ouais. Oui. Ouais. Bon, bref. Parce que tu dis, bon, 5 000, c'est pas beaucoup. 5 000, c'est rien. En fait, non, 5 000, c'est beaucoup. C'est beaucoup fois 10. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé, surtout quand tu veux suivre le même rythme de vie Oui. que tu vivais en France, genre Oui. aller à Auchan, Oui. Oui. pas manger des tièbes tous les jours, Oui. aller au restaurant, enfin, vite fait, tu te Oui. crames. Et Vite. c'est exactement ce qui s'est passé. Uh-huh. Et en même temps, j'étais en coloc avec une amie à l'époque avec qui ça s'est très, très mal passé. Aïe. Du coup, c'était chez elle, donc j'étais à la rue. Ah ouais. Du jour au lendemain, après une grosse dispute, tu connais les trucs de filles, là. Et du coup, je savais pas où aller, j'avais plus d'argent. Parce que chez elle, je payais le loyer quand même, mais c'était avantageux vu que je la connaissais. Mais du coup, je savais pas où aller, quoi. Parce que moi, à la base, j'étais venue un peu comme ça à Dakar, quoi. Ouais. Au final, heureusement, c'est pour ça que c'est important d'être gentil avec tout le monde. En fait, elle vivait dans une maison et à chaque fois, les gens d'en bas, je m'entendais super bien avec eux, quoi. Donc, à chaque fois, je les saluais, je redescendais, je saluais et tout. Et donc, quand ils ont entendu le problème, ils ont dit, bon, viens chez nous. Genre, Donc, tu es resté dans la même maison. je suis restée dans la même maison, pas de déménagement. Ça m'a arrangé parce qu'en fait, du coup, c'était à genre 100 mètres de mon école. Ouais. Donc, pas de taxi à payer, rien. Ouais. Parce que je pouvais même pas me le permettre. Ah oui, non, À bien sûr. l'époque-là, Économiquement, ça va vite. Hein. Ah oui, mais je vivais avec 50 000 francs par mois à ce moment-là. Ouais. Donc, des fois, j'avais même plus 200 francs pour me payer un pinton. Genre, c'était vraiment la galère. Et c'est au moment-là où les réseaux sont rentrés. C'est ça que j'ai demandé. C'est à quel moment, justement, les réseaux reviennent dans ta vie. Parce que finalement, c'est pas un début. Ouais. Vu que tu avais déjà commencé à créer des C'est choses, ça. tu avais déjà commencé à montrer des skills, on va dire, dans ça. C'est ça. Donc, c'est dans cette première année de retour au Ouais. Sénégal que te redémarres sur les réseaux? Bon, j'étais quand même assez suivie avant. Ouais. Quand j'étais au lycée, j'avais, c'est pas beaucoup, mais 10K, Ouais. 10K à cette époque-là, c'était Ah oui, non, beaucoup, c'était tu énorme, vois. bien sûr.
sachant que je ne faisais pas de contenu Ouais. et tout, mais j'étais quand même suivie sur Ouais. Instagram et tout. Donc, dès que je suis venue ici, je suis passée à 18, 20 000, 21 000. Ça passait hyper vite. Et tu postais quoi comme contenu? Mais rien de spécial, genre juste des photos. Ok. Juste des photos, mais tu sais, à l'époque, tu sais, c'était l'époque un peu baddies. Je sais pas si tu vois, vite fait, ta photo, elle pouvait être propulsée Ok. hyper rapidement si elle était repostée par des gros comptes et tout. D'accord. Donc, c'était comme ça que j'ai... T'étais une badise de Dakar. Waouh, waouh. Badis de Dakar, MDR. Non, mais comme je t'ai dit, les métis étaient à la mode à ce moment-là, Ouais. donc je pense que c'est ça. Les métis étaient à la mode seulement, donc j'avais pas grand effort à faire, être moi, pour une fois que ça m'aide. Non, mais du coup, voilà, et après, j'ai commencé à être repérée Ouais. par plusieurs personnes qui me disaient, toi, il faut que tu fasses des séries, toi, viens, je te prends en photo, Ok. viens, on fait un shoot, viens, on fait ça. J'étais là, bon, ça fait beaucoup là, peut-être qu'en vrai, je peux faire ça. Parce qu'à la base, c'était pas trop mon projet. Et du coup, j'ai commencé à vouloir faire des séries, des projets qui finissaient en fiasco d'ailleurs, MDR. Heureusement que c'est jamais sorti. La honte, non mais gênant de fou. J'ai peur. Subhanallah. Non mais je vais même pas en parler. Mais bref, des projets où je croyais que j'allais devenir la star du cinéma. Ouais. Au final, des projets flop, tu vois, parce qu'en gros, si c'est pas des grosses maisons de prod, vite fait, ça c'est pas suivi c'est par pas les sponsors tout, ouais. et tout. Mais ça m'a permis de commencer à rencontrer du Bien monde sûr. dans ce milieu-là, des caméramans, des influenceurs. Et en fait, en commençant à fréquenter ces influenceurs-là, je les voyais tous sur TikTok. Je me suis dit, mais il y a quoi? C'est quoi ça? Enfin, il y a quelque chose à faire là-bas. Donc, j'ai commencé à Parce faire des qu'à ce TikTok. moment-là, t'es que sur Instagram, Snapchat? Ouais. Ok. Je suis même pas sur Snapchat, je suis que sur Insta. Que sur Insta, d'accord. Que sur Insta. Et je vois que TikTok, ça commence à bouger et tout. On est en 2020, tu vois. Après Covid. Hein. Ouais. Donc là, je commence à poster des TikTok. D'accord. Sur mon ancien compte Musical.ly, là, D'accord. tu vois. D'accord. Parce qu'à l'époque, ouais, j'avais un peu percé sur Musical.ly aussi, j'avais oublié. J'avais des vidéos qui avaient percé. Genre, il y avait K-Black qui avait commenté ma photo, j'étais contente. Mais du coup, j'ai commencé à poster et je voyais que ça marchait pas, genre ça a floppé. Sur TikTok? Ouais, sur TikTok. Ok. Donc, je me suis dit, ok, c'est peut-être parce que j'ai un ancien compte, vu que c'était sur Musical.ly, le compte, il date de ouf et toutes les statistiques, elles sont down. Donc, j'ai créé un nouveau compte. D'accord. Et c'est en créant ce nouveau compte que direct, j'ai percé. J'ai commencé à faire des playbacks sur des musiques sénégalaises. Ouais. Mais moi, je comprenais rien à l'époque. Hein. C'est ce Donc que les gens ne savaient pas. tu imitais juste les sons que tu entends. J'imitais, mais c'était souvent genre du rap et tout. Donc les gens étaient en mode, what? Comment elle peut connaître ça et tout? Genre des trucs de deep et tout. Alors que je connaissais rien. Hein. Mais je ne comprenais pas un mot de ce que je disais. Mais Et au final, ça a commencé à grave marcher. J'avais des millions de vues. Genre chaque jour, chaque mois, 100 000, 100 000, 100 000. Après, j'ai fait le clip de Djeba là, au moment-là. Truc là, Goé. Donc ça aussi, ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et donc, au final, c'est venu tout seul. Genre, j'ai commencé à avoir 500 000 abonnés, 600 000 et tout. Bon, c'était marrant, mais je trouvais que ça me représentait pas trop. Je me suis dit, mais en vrai, c'est bien, mais il y a quoi? Enfin, quand on me demande ce que je fais, je sais pas quoi dire. Je voyais que les gens me prenaient pas au sérieux. Parce que je voyais que le métier d'influenceur était assez dénigrant au Sénégal, tu vois. Genre, on me prenait un peu pour une folle des réseaux. Je sais pas si tu vois, genre... Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Qui m'ont dit TikTok, donc j'étais en mode... Et je trouvais ça dommage parce que je savais que j'étais une fille pleine de potentiel et tout. Et que j'avais d'autres choses à montrer, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé les challenges. Exact. Parce que Fainara, c'est la reine des challenges. Hein. Vous savez pas. C'était. Quel c'était? Récemment encore, tu as lancé un challenge. Ah, mais j'ai pas lancé. C'est les gens qui se sont lancés eux-mêmes. Non, toi, tu as lancé. Et puis après, les gens, ils ont attrapé et puis ils ont récupéré. Tu vois? Moi, j'ai pas compris. Mais tu sais, c'est pas moi qui ai créé ce challenge. Oui, mais au Sénégal, c'est toi qui l'as créé. Ok. Tu vois? J'accepte. Okay. Et mon cœur reste ouvert. Mais au début, justement, quand tu as ces premières vidéos qui buzzent, tu sais, au début, oui, tu es content et tout, mais à quel... Bah, c'est ça, tu étais en train de venir sur ça. À quel moment tu décides de, OK, on dirait qu'il faut que je prenne ça sérieusement, tu vois? C'est ça. Parce qu'en ce moment, toi, tu as les cours en même temps. C'est ça. J'avais les cours et du coup, le Covid qui coïncidait, l'argent qui diminuait et pas de moyen de s'en sortir. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je fasse un truc de ouf, genre. Faut que je fasse un truc de ouf. Un truc qui pète. Qui
pète, genre qui pète de ouf et qui représente ce que j'aime. Ouais. Et en fait, moi, j'ai toujours été créative. J'ai aussi fait du théâtre, du coup, plus jeune. Et je me suis dit, vas-y, on va faire un challenge. Il n'y a pas ici des gens qui font des vidéos de ouf. À l'époque, il n'y avait personne qui faisait ça. C'est vrai. Personne ne s'est levé pour prendre une caméra, prendre des maquilleurs, directeurs artistiques et faire un truc. Donc, j'ai créé ma team. J'avais créé ma team. Il y avait vidéastes, make-up artistes, stylistes, accessoristes. Et on s'est tous mis ensemble. Je les ai tous motivés. D'ailleurs, j'espère que vous regardez ça. Oh là là, ça me rend nostalgique. Et ils ont tous cru en moi, tu vois. J'ai payé personne. En vrai, c'était une collab, tu vois. Ouais. Mais parce que tout le monde avait à y gagner. Que ce soit l'artiste make-up, si elle fait bien son travail, elle va gagner des contrats derrière. C'est ça. Le vidéaste, il fait bien la vidéo, il va gagner des contrats derrière. Parce que en vrai, ils auraient pu ne pas y croire, tu vois, à ce moment-là, parce que ça n'existait pas. Ouais. Et c'était audacieux. Ouais. C'était assez audacieux. Mais ça représentait aussi des valeurs. Et je pense que aussi c'est ce que ces équipes-là ont valorisé plus que de gagner de l'argent. Parce que si tu me corriges, si je me trompe, mais tes premiers challenges, c'était vraiment montrer la culture sénégalaise. Oui, c'était pour ça, en fait. Dans sa diversité. C'est donc, ça. Aussi, eux, c'était mettre la pierre à l'édifice. Hein, parce que, tu vois, on peut dire ce qu'on veut sur les Sénégalais, mais les Sénégalais, comment ils aiment le Sénégal. Ouais, dinguerie. C'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Donc aujourd'hui, si tu fais un contenu pour le Sénégal et que tu le fais bien, mais je pense que tout le monde a envie de participer parce que c'est mettre le drapeau sur la map, c'est mettre le Sénégal en avant, quoi. Exactement, et c'était mon intention. C'est pour ça que je parle toujours d'intention dans tout. Mon intention, c'est qu'en fait, je voyais les autres pays, t'as d'être ça. Au Sénégal, mais on avait des trucs tellement pourris. Je suis en mode, non, pas mon pays. Mon pays, on va d'être ça, on va gagner même. Donc c'est comme ça que j'ai fait le truc. Je suis allée au marché Peterson, je sais plus où trouver les Fug Jai. J'ai pris des t-shirts, je les ai déchirés, mis de la peinture dessus, j'ai fait un make-up avec du sang. Bref, on a vraiment tout créé de toutes pièces comme ça. Ça nous a rien coûté. Et on a fait la vidéo. J'ai posté la vidéo. C'est ça, j'allais dire. Tu postes la vidéo, tu éteins le téléphone. J'ai éteint le téléphone. Littéralement, parce que c'était trop gênant. Genre, en plus, pour le coup, c'était un aspect de moi que même moi, je connaissais pas. Genre, qui veut être? Non, mais j'étais folle sur cette vidéo. Mais je peux pas la regarder jusqu'à aujourd'hui. Ah ouais, jusqu'à aujourd'hui? Ah non, mes frissons de gêne. Ah ouais? Je peux pas. Malgré le temps qui est passé. Je déteste cette vidéo. Ah ouais? Non, mais parce que je suis gênante. Genre, j'étais là, mais qui? Non, mais j'ai trop de fit, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Genre, j'ai pété un plomb ce jour-là. J'ai dit, ouais, je gueule aujourd'hui. Bref, bon, ça a marché, hein. Oui. Et au final, j'éteins. Et là, au final, je crois que la vidéo a fait plus de 10 millions de vues. Donc, brut. Commence à vouloir m'interviewer. Tout le monde veut m'interviewer. Je gagne 600 000 abonnés. Mais dinguerie, genre je passe sur NW exact. Et tout. J'étais là, what? Genre je passe à un autre level. Je passe à un autre level, je vois la considération et je vois que en fait tout le monde en parle, genre autour de moi, autour de chez moi, dans mon école. Quand on me croise dans la rue, tout le monde parle de ce challenge. Genre ça a retourné le pays, tu vois. J'étais en mode quoi? Même il y avait Ficha Sénégal à l'époque qui avait repartagé. Pour moi, c'était un truc de ouf. Ficha Sénégal me repartage. Alors là, j'ai percé. Alors là, j'étais the star, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai trouvé ma voie. C'est ma voie. C'est les challenges. Mais quand tu fais ce premier challenge là, qui buzz, forcément, ça arrive aux oreilles de tes parents. Est-ce qu'ils te disent quelque chose? Je m'en souviens même pas, je crois pas. Hein. Je crois pas, je pense qu'ils Après, comme c'est le premier, ils te disent, bon, peut-être elle a fait ça, ça a marché, ok, c'est sympa, mais... Non, mais je crois que ma mère, en vrai, ce qui l'a dérangé sur les réseaux sociaux, c'était juste mon âge. Ok. Mais après... À partir du moment où tu as passé un certain âge... Elle s'en fout. Ok, d'accord. Je crois même qu'elle était contente pour moi, tu vois. Genre, elle était en mode, ouais, c'est trop bien et tout. Je crois même que je lui ai envoyé avant, tu vois. Ça n'a jamais été un frein dans ma carrière. Genre, au contraire, genre, elle est plutôt en mode vas-y. Parce qu'elle, bizarrement, depuis qu'elle est... En fait, ça ne l'a pas étonnée. Parce que depuis que je suis petite, on lui dit ta fille, ce sera une étoile. Ta fille, elle va être quelqu'un. Et à chaque fois, moi, je les écoutais. J'étais en mode vas-y, charlatan. Raconte n'importe quoi. Wesh, qu'est-ce que tu me racontes? Et ma mère, elle disait tu vois, on me l'a toujours dit. On m'a toujours dit que tu voulais être quelqu'un. Que tu allais être quelqu'un, quoi, qu'on allait te suivre, etc. Et moi, je n'aurais pas imaginé que ça allait être ce chemin-là. Comme ça, exactement. C'est ça. Donc après, j'ai eu des partenariats. Au début, j'ai accepté. 20 000 francs même, tu me payais, j'étais contente. Bien sûr, parce que pour rappeler aux gens de la situation, c'est que tu es à l'école,
il y a le Covid qui vient de finir, tes économies sont finies. C'est ça. Donc toi, au bout d'un moment, comme tu as dit, il faut faire rentrer un peu du beurre dans les épinards, comme on dit, il faut faire rentrer du cash. C'est ça. Donc il y a des opportunités que tu n'avais pas prévues qui arrivent, tu prends. Ah, mais je prenais tout. Bien sûr. Tout ce qu'on me donnait, j'étais contente. 20 000 francs, 50 000 francs. Après, mon premier contrat de ouf, pour moi, c'était un truc de ouf. J'avais gagné 90 000 francs avec Wave à l'époque pour faire un playback. Ouais. Alors là, moi, j'étais comme genre, waouh! Ouais. Waouh, 90 000 pour faire... Donc là, je commençais à gagner ma vie, tu vois. Je commençais à faire des pubs et des pubs et des pubs et des pubs. J'ai commencé à être encadrée, donc augmenter mes prix avec des agents et tout. Être contactée par des grosses boîtes, des vraies marques qui ont du budget. Et du coup, gagner ma vie qu'avec ça. D'accord. Donc, je payais rien. Ouais. Même, je voyageais gratuitement. Enfin, la vie de rêve. Ouais. Je commençais à payer mes études grâce à ça. Enfin, c'était trop bien. J'avais enfin la vie que je voulais. L'indépendance que je voulais. Et tout ce que je voulais, en fait. Mais bon, quand même, les challenges, c'était bien. Mais déjà, je n'étais pas super régulière. J'en faisais un tous les 6 mois, tu vois. Je ne voulais pas faire un challenge pour faire un challenge. Oui. J'étais vraiment dans la qualité plutôt que la quantité. D'accord. Du coup, ça faisait que c'était quand même assez lent, le flux. Et bataille, je trouvais que j'avais pas vraiment... J'étais pas une bonne influenceuse, je trouvais. Parce que jusqu'à là, je trouvais que je faisais que des playbacks. Genre, ok, je fais un challenge de temps en temps, mais je faisais que des playbacks. Et je me cachais sous le fait que je fasse un challenge de temps en temps pour dire que je faisais des trucs de ouf. Faut savoir un truc avec moi, c'est que je suis extrêmement dure avec moi-même. Genre, je me dis toujours que ce que je fais, c'est pas assez. Non, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Genre, je suis comme ça. Et c'est mauvais d'un côté, mais c'est ce qui me permet d'avancer de l'autre. Effectivement. Pour moi, c'est pas mauvais parce que si tu étais trop dans le te satisfaire de ce que tu fais, tu n'essaierais pas de passer au prochain niveau. Exactement. Tu vois, donc oui, des fois, ça peut ne pas être bon parce que des fois, tu vas trop te mettre la pression et tu vas pas constater tes succès. C'est ça. Parce qu'il faut aussi prendre le temps de regarder ses succès, de savourer ses victoires parce que tu as mis du travail, tu as mis de la réflexion dedans et tout. Mais en même temps, il faut pas non plus se contenter de ce qu'on a parce que quand on repense à la Fainara qui commence la création de contenu, si tu te contentais de ce que tu as, tu n'aurais jamais essayé de faire ces challenges et ces choses-là. Donc, il faut trouver un juste milieu. C'est difficile. C'est le plus difficile et c'est le combat de ma vie parce que, tu sais, tout à l'heure, quand tu disais, ouais, est-ce qu'on voit chez toi que c'était la seule qui a su avoir une vision claire? Si tu savais comment j'ai pas la vision claire. Alors je vois flou. Non, je pense pas. Je te jure que demande à mes équipes, c'est un enfer de travailler avec moi. Pourquoi? Parce que je veux tout laisser tous les jours. Genre, chaque semaine, je fais un burn-out. Ouais, je laisse tout, j'abandonne. Barkidem, j'étais là à ça de vendre toute mon entreprise, supprimer tous mes réseaux sociaux, aller faire une retraite spirituelle. Non, mais c'est ça, moi, en fait. Non, mais en fait, c'est que de ce que je vois de toi, de ce que tu dégages de notre conversation là pour le moment, j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est très attaché à ses émotions. Oui. Mais depuis tard, j'ai envie de pleurer, hein, tu sais ça? Pourquoi? Je sais pas. Dyson. Mais moi, je pleure pour rien. Vas-y, pleure, ça fait des vues. Vas-y, non, vas-y. Mais je suis je vais mettre comme vignette Fainara a pleuré. mais j'ai tout le temps envie de pleurer. Oui, mais tu vois, justement, mais ça revient à ton côté artiste. Ouais. Ça revient à ta sensibilité artistique et qui fait aussi ce que tu es aujourd'hui, qui te permet de capter des émotions et de les retransmettre. Tu es une artiste. Tu vois, donc tu es dans l'émotion. Donc c'est sûr que en étant artiste, mais en même temps géré, parce que tu n'es pas que l'artiste, tu es aussi la chef d'entreprise et tout, c'est difficile. Oui. Émotionnellement, c'est difficile. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, il faudrait que tu te concentres uniquement sur ton artistique. Oui. Ça serait ça l'idéal pour toi. C'est ça. Mais Inch'Allah, on te le souhaite, c'est ce qui arrivera. Mais comme je te vois, et c'est pour ça que je comprends que tous les jours, tu dois être en mode « Ah, aujourd'hui j'arrête, demain je reprends, aujourd'hui j'arrête » parce que... Je mets trop de sentiments dans tout ce que je fais en fait. Ouais, tu dois mettre beaucoup de sentiments, tu dois mettre beaucoup d'entièreté dans tout ce que tu fais. Et finalement, aujourd'hui, tu n'es plus que dans l'artistique, tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans la direction, tu es dans la gestion de clients, tu es dans plein de choses. Donc finalement, émotionnellement, c'est très dur à gérer tout ça au quotidien. Surtout quand tu as des gens qui ne managent pas de la même façon que toi. Exactement. Et donc, coup, tu dis, ok, en fait, tu penses que toute ta vie, t'es faite pour être une chef d'entreprise.
Et puis, tu te rends compte des réalités que ça comprend. Ouais. Et ça comprend d'être dur. Et moi, je suis pas dure. Genre, pour l'instant, tu apprends à être dur. Non, là, je commence à être horrible. Genre, j'ai dit à mes employés, c'est bon, j'en ai marre. me parlez plus. Je suis fatiguée. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans certains secteurs, le cœur n'a pas sa place. N'a pas sa place parce que sinon, tu n'avances pas, en fait. Ouais. Et faire ce deuil-là, c'est difficile. Tu vois, parce que tu crois que tout est beau, tout est rose. Et non, en fait. Non, c'est pas comme ça. Et tu repenses toute ta façon de gérer les choses et tout. Tu te dis, oh putain, c'est ce que je voulais. Non, c'est ça. Et c'est dur de mettre de l'émotionnel dans ça. Tu vois, ça. Mettre de l'émotion dans ta création de contenu, oui, là, c'est génial parce que tu transmets une émotion à la personne qui regarde, mais transmettre de l'émotionnel dans l'entreprise... Non, mais c'est la pire des choses à faire. Ça, c'est très dur. Faut pas le faire. Ne le faites pas. Ne soyez pas gentils, soyez des ogres. Mais attends, on reprend donc le cours de l'histoire. Donc, tu fais ton premier challenge qui cartonne. Tu as tes premiers partenariats. Ouais. Tu as les premiers partenariats. Donc, tu disais par exemple Wave et autres. À quel moment, pendant ce temps, tu continues tes études? Ouais. Est-ce que tu finis tes études? Oui. Tu finis ma licence. Tu finis ta licence. Parce qu'à la base, je voulais faire un master et tout. Enfin, j'étais toujours focus. Je voulais faire même un doctorat en marketing, parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez ici. Ouais. Mais bon, j'ai compris qu'en fait, sur le terrain, tu apprends pas mal plus. Enfin, moi, je trouve que ma conception des choses, c'est que j'ai appris plus de choses sur le terrain avec ma situation que à l'école. D'accord. Donc, l'école me bloquait. D'accord. Dans le temps, dans tout. Donc, je me suis dit, OK, bon, à la base, je me suis dit, est-ce que je vais au Canada? Est-ce que je continue? Mais je me suis dit, bon, t'as pas un parcours comme tes camarades actuellement. Genre, t'as une vie spéciale, t'as des événements, des trucs comme ça. Ah, t'as pensé à peut-être partir du Sénégal à ce moment-là? Ouais, pour mes études. Pour tes études. Mais après, je suis vite remis au fait que je suis pas faite pour être en entreprise, déjà. J'aime pas ça, genre, ça me fait péter les plombs à la routine. Ouais. Et en plus, j'avais beaucoup trop d'opportunités pour gâcher ça à ce moment-là. Je me suis dit, écoute, à l'époque, j'avais 21 ans, tu vois. Au pire, t'as juste 2 ans de master à faire, t'as ta licence. Donc, même si t'as 30 ans, tu les fais, tes 2 ans, c'est vite fait. Mais en attendant, saute sur les opportunités que t'as trop de projets en cours, t'as trop de trucs à faire pour tout laisser et continuer tes études, parce que c'était trop, et les réseaux sociaux, et les études, et les projets, je pouvais pas. En vrai, j'aimais pas les études, j'ai trouvé une excuse pour arrêter. En fait, je pense que, tu vois, tu l'as dit même tout à l'heure, et je voulais te rebondir sur ça aussi tout à l'heure, je l'ai pas fait. Mais tu sais, on parle souvent, les gens qui écoutent les podcasts savent que j'en parle souvent. Tu sais, on parle souvent des gens avec des hauts potentiels intellectuels ou des choses comme ça. Je pense que pour moi, tu as une sensibilité, tu as un haut potentiel en termes de tout ce qui est communication, marketing. Mais c'est sûr que si tu n'as pas les bons professeurs, si tu n'as pas les gens qui te stimulent en face, tu peux vite t'ennuyer. Bah, c'est ce qui se passait en cours. Ouais. Bah, je venais pas. Ouais. Ou alors, soit je venais pas, ou j'écoutais pas, je dormais. Pourtant, mais tu arrivais à passer tes examens. J'ai fini major de ma promo. C'est ça, tu vois. Parce que quand il faut le faire le travail, je le fais, tu vois. C'est ça. Mais je détestais être dans Vous avez une entendu classe. un major de sa promo. Merci. Je vais le sortir à chaque fois que je peux le sortir. Tu as raison, c'est important. Tu as travaillé pour ça. Bref. Non, mais quand il s'agit de réviser et tout, je me mets à fond. Mais sur la longue, ça me déprime. Je déteste me lever tôt. Enfin, moi, dans ma que lui, en fait, j'aime pas. Non, mais vraiment, en fait, je peux pas. Et ça, c'est depuis petite, enfin même au lycée, j'étais tout le temps en retard. J'avais je sais pas combien d'heures d'absence. En fait, je pense que t'aimes pas te lever tôt si quelque chose ne t'intéresse pas. C'est ça. Si demain, je te propose un truc qui t'intéresse, mais que je te dis que c'est à 6h du matin, à 5h, tu seras prête, tu vas me dire, vas-y, on est parti. Ah, mais oui. Ouais. Ah, mais pump it up, tu vois. Ouais. Mais si c'est un truc qui me plaît pas, ou si c'est des heures de cours où je sais qu'en 1 heure, avec le meilleur de la classe, j'apprends tout autant qu'en 40 heures avec le prof. Moi, ce que je faisais, c'est qu'à chaque examen, je prenais le meilleur, celui qui avait compris, je lui dis explique-moi tout. Je note tout, je révise chez moi, j'ai mon contrôle. Et je me dis, bah voilà les gars, pourquoi vous apprenez, tu vois, parce que j'arrivais à faire comme ça, tu vois. Tu as une compétence et je pense que tu as une intelligence par rapport à ça et que effectivement tu t'ennuyais dans les cours. Donc, ouais, c'était horrible. Ouais. C'était horrible, franchement.
Des fois, j'aimerais être scolaire parce que c'est plus formaté à la société et ça va porter préjudice, tu vois. Parce que des fois, ça passe, des fois, tu te glisses, des fois, on te fout des zéros, tu vois. T'as trop d'absence et tout. Heureusement que c'est passé, mais c'était à ça, tu vois. Je me suis dit, ça peut plus durer. Là, tu peux plus esquiver, c'est le master, doctorat, thèse, chaud. Donc, tu as ta licence. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais après la licence? Et après la licence, j'ai eu un petit déclic. J'en parle souvent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme j'aime flex, je suis allée raconter partout que je suis sortie major. Ok. Notamment sur Twitter. D'accord. Le réseau social du diable. Alors, toi qui es sur TikTok, oui. Parce que moi, je suis pas trop TikTok non plus. Tu vois, Qu'est-ce qui est le pire? Ouais, parce qu'il paraît que TikTok aussi... TikTok, c'est le pire parce que le pressing... En fait pourquoi TikTok... Non, je sais pas. Entre TikTok et Twitter. J'ai subi tellement de pressing des deux côtés. En fait, Twitter, ça fait mal parce que... Ça fait plus mal, on va dire, parce que TikTok, en général, c'est des gamins. Genre, ils ont 13 ans, 14 ans. En fait, t'as de tout, mais t'as beaucoup de personnes qui... Je néglige pas, mais qui n'ont pas forcément étudié, qui n'ont pas les mêmes réalités que toi et tout. Donc, il y a des discours qui n'ont pas trop de sens sur certains trucs, quoi. Genre, tu sens que... tu sens que le gars, il voulait juste cracher son truc. C'est ça. Okay. Mais sur Twitter, tu as des gens, tu sais, qui sont en entreprise, qui te parlent et ça, qui ont une certaine culture G, tu vois, et qui te sortent des arguments, tu vois, et vas-y, ils vont tout faire pour te tacler, tu vois, d'une façon sèche. T'as des gens, ils ont 40 ans, tu vois. Ah ouais. T'as des gens, ils ont même 30 ans, qui ont certaines postures, etc. Et ils sont sans pitié, tu vois. Et c'est pas juste des insultes qui volent, mais c'est des mots qui sont lourds. Donc, notamment, l'exemple que je vais te donner d'un politicien, je sais même plus comment il s'appelle pour te dire. C'était un politicien et en fait, quand j'ai eu mon diplôme, je ne le connaissais pas. Ni d'Adam, ni d'Ève, ni rien du tout. Donc, j'ai mis, je suis major de ma promo, 19 sur 20 et tout. Il a dit, c'est normal, à force d'écarter tes jambes entre l'école et la maison, que tu as 19 sur 20. Et là, j'étais choc-barre, genre comme ça. J'étais en mode, what? En plus, c'est une personne publique. C'est même pas comme si c'est quelqu'un lambda ou... Et une personne que je n'ai jamais connue, à qui je n'ai jamais rien fait, tu vois. Et c'était un seul commentaire. Ouais. Sur des millions. Mais un commentaire comme ça reste tellement dans ta tête et ça résonne. Mais ça, je l'oublierai jamais. Et je lui pardonnerai jamais à cet homme-là, tu vois. Parce que c'était la façon la plus sale dont on m'a dénigré dans ma vie. Et pour une fois que j'étais contente d'accomplir quelque chose, qu'on voit un autre aspect de TikTok, que je me fasse descendre de cette façon par quelqu'un que je connais pas. Et au final, j'ai voulu porter plainte, etc. Il a dit non, mais je disais dans le sens où tu as dû beaucoup marcher. Enfin, il n'a pas assumé, tu vois. Sauf qu'en fait, au final, après, quand tu allais sur Internet, au lieu de taper Fainara diplôme, c'était Fainara a ouvert ses jambes pour avoir son diplôme. Moi, je pense à ma famille, tu vois, dans ces moments-là. Bien sûr. Et en fait, c'était trop pour moi. Je me suis dit, en fait, ok, c'est bien la célébrité et tout, mais moi, mon intégrité en tant que femme, elle compte beaucoup plus, tu vois. Je viens d'une famille, en plus, de personnes du côté de ma mère très religieuse, genre vraiment comme ça. Je me dis, mais comment ils se sentent, tu vois. Moi, je viens d'une famille modeste, tu vois. Enfin, j'ai reçu une certaine éducation. On peut pas dire ça de moi, tu vois. Surtout quand tu te bats pour lutter contre ces stéréotypes-là, tu vois. Quand on t'a proposé des millions de fois de l'argent contre... ouais, bien sûr. Voilà. Et que tu as refusé pour te différencier de ces personnes-là. Parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où, malheureusement, certaines femmes acceptent de l'argent au détriment de leur corps, de leur corps. Et c'est à cause de ces femmes-là et de ces hommes-là aussi qui proposent bien sûr, de l'argent. parce que exactement, il n'y a pas que les femmes, parce que c'est facile de pointer les femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui jouent de ça. Qui jouent de ça, exactement. Et du coup, on se fait toutes traiter de prostituées. Parce qu'on est sur les réseaux sociaux. C'est ça. En fait, malheureusement, les raccourcis sont très rapides. Les gens pensent qu'une femme qui réussit sur les réseaux, et après aussi, tu me corrigeras sur ce que je vais dire, mais surtout une femme qui est... Tu vois, encore là, aujourd'hui, tu es voilée. Je ne sais pas si aujourd'hui... Si tu avais été voilée à ce moment-là, est-ce que tu penses que tu aurais eu ce commentaire-là? Non. D'accord. Donc, ça veut dire que pour eux, aujourd'hui,
si t'es pas voilé et que t'es sur les réseaux, t'es forcément une prostituée. Ou t'es une fille facile. Oui. Il suffit que tu voyages un peu, que tu montres un certain train de vie. Et, tu peux pas l'avoir par toi-même, tu peux pas l'avoir par ton travail. C'est impossible. C'est forcément un homme qui te nourrit. Et c'est forcément toi qui donnes ton corps, tu vois. Et c'est dégoûtant, tu vois. C'est dégueulasse, c'est rabaissant, c'est tout, en fait. C'est dénigrant. Ouais. Et les gens se rendent pas compte de la pression mentale que ça doit te faire tous les jours. Parce que pour des gens qui sont pas sur les réseaux, tu vois, aujourd'hui, ce qu'ils réalisent pas, c'est que le cerveau humain est très mauvais dans ça. Quand je dis très mauvais dans ça, c'est-à-dire que tu peux avoir 100 commentaires, tu en as 99 qui te félicitent pour le contenu que tu as fait. Mais le seul tu en as un qui va te mettre un commentaire négatif, tu vas oublier les 99 autres. Et tu vas te focus sur ça. Et ça peut gâcher ta journée. Et ça peut gâcher ta journée, ça peut gâcher ta semaine. Et tu le vois, on le voit aujourd'hui. Toi, ce commentaire, je ne sais pas de combien d'années il date. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Mais on sent encore le poids que ça a causé sur toi d'avoir ce type de commentaire. Et les gens ne se rendent pas compte en mettant leurs commentaires de l'impact que ça peut avoir sur la personne qui est de l'autre côté. Même si tu ne la connais pas, tu ne l'as jamais rencontrée. Tu portes un jugement sur ce que tu aperçois qu'elle décide de te montrer de sa vie. Et toi, tu viens et tu la traites comme ça. Ouais, c'est dingue. Publiquement, devant tout le monde. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait plus de lois, plus de rigueur par rapport à ça, parce qu'on vit de tout. Et moi, j'ai pas peur d'en parler. La plupart, ils font genre, ouais, moi, je m'en fous. Alors, moi aussi, des fois, je m'en fous. Mais des fois, je m'en fous pas. Non, bien sûr. Des fois, ça te touche personnellement. Bien sûr. Et on invente tout type de rumeurs. Tu vois, même là, encore plus depuis que je suis mariée, tu vois, ils racontent du n'importe quoi et ça leur fait plaisir. Et c'est des personnes à qui tu n'as jamais parlé. Enfin, ils insinuent que c'est ton entourage qui te trahit en plus de ça, tu vois. Donc après, comment tu peux démentir ça? Tu peux pas le démentir. Ouais, et puis même si tu démentis, ça fait genre tu as quelque chose à prouver. Mais c'est ça, tu peux rien dire, on t'humilie et c'est tout. Et ceux qui sont assez cons pour y croire, ils y croiront. Ceux qui sont intelligents, bon voilà. Mais il y aura toujours un petit soupçon parce qu'au Sénégal, on dit toujours ouais, il n'y a pas une rumeur sans feu. Et moi, j'étais la première à dire ça. Mais je me rends compte que bah non, j'étais bête parce que je suis victime de ça aujourd'hui. Tu vois. Et tu peux pas t'exprimer face à ça. Tu ne peux rien faire si ce n'est avancer. En fait, la grande difficulté, c'est que si tu t'exprimes une fois, est-ce que tu vas pas avoir le besoin de t'exprimer à chaque fois que quelqu'un va faire quelque chose? C'est ça. Et finalement, c'est toi qui alimente le feu à chaque fois te justifier. Mais c'est très dur psychologiquement et mentalement de rester silencieux. C'est ça, surtout que dans mon tempérament, je suis quelqu'un d'extrêmement réactive. Punk. Non, mais dans ma punk, moi, tu te touches moi dans la vraie vie. Fais ça dans la vraie vie, on va voir, tu vois. Mais je le fais pour mes proches. Parce que si c'était moi, je m'en fous. Je le fais pour mes proches, je le fais pour mon mari, je le fais pour ma mère. Je le fais pour tout ça. Et je le fais aussi pour pas donner trop d'importance à ces gens-là, tu vois. Mais cette envie que j'ai d'insulter leur mère. Là, Tu vois, moi, je vais donner un exemple très bête. Hein. Tu vas rigoler parce que tu vas dire, mais Olivier, c'est rien ton truc. Tu vois, par exemple, moi, sur les YouTube, les commentaires, j'ai souvent des gens qui me disent, qui écrivent en commentaire, ok, c'est bien l'interview, hein, mais le gars là, il parle trop, quoi. Il coupe trop la parole à l'invité ou un truc comme ça. C'est rien. Ça fait chier. Mais ça me pique tellement. Mais oui. Et à chaque fois, j'ai envie de répondre, de dire, mais en fait, si tu veux pas regarder, tu regardes pas. Mais c'est ça. Pourquoi tu as pris ton énergie même pour écrire ça? Et puis, moi, je suis pas un journaliste. Moi, c'est une discussion. Et c'est eux qui ont cliqué, non? Oui. C'est dans le podcast, non? Oui, moi, j'ai pas forcé. Off show, il y a quoi? Off. Mais tu vois, juste ça, alors que c'est pas, on m'insulte pas, on me dirait, mais ça me pique tellement. Donc, j'imagine quand on s'attaque à toi directement. Non, mais c'est sûr. Puis, ils disent des trucs de ouf, hein. Genre des détails même de la vie intime que j'ai avec mon mari. Genre des trucs. Qui est au courant? Je te jure. Ah, il s'est rentré jusque là-bas? Ah, mais de ouf, c'est des grands malades, c'est des attardés mentaux. C'est des ouf. Et après, ils vont dire, c'est la copine qui a dit ça, fais attention à qui tu te confies. Imagine, par exemple, si j'avais pas une famille... Ah, tu dois être solide, hein? Non, mais imagine si j'avais pas une belle famille qui était consciente. Si j'avais une belle famille toxique, genre qui dirait... Oh, elle est en train de... Tu vois? Imagine. Ça peut mais ça gâche mon mariage, Oui, ça peut aller très vite. Si j'avais pas un mari qui me comprend comme ça. Mais ça gâche ma vie, ça. Non, de toute façon, j'allais te demander comment, justement, aujourd'hui, mais bon, bref. Donc,
tu fais tes challenges, ça prend, tu passes ta licence, tu finis ta licence. Est-ce que, donc après ta licence, tu te décides de te mettre à 100% dans la création de contenu? Ouais. C'était quoi ton plan? J'étais perdue. Ouais. J'étais assez perdue. Au début, j'ai créé une marque avec une amie. Donc, pour me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était mon premier projet. Mais bon, ça n'a pas trop marché. Marque de quoi? De vêtements. D'accord. De vêtements, on avait un mauvais positionnement. On n'a pas trop été sérieuse. Donc, ça n'a pas trop marché. Et les réseaux sociaux. Parce que quand même, les réseaux sociaux, ça commençait à prendre de l'ampleur. J'ai vraiment commencé à pouvoir gagner très, très, très bien ma vie. Très, très confortablement. J'avais pas besoin d'un autre travail, très honnêtement. J'ai aussi lancé ma boîte de com à côté. Donc, je commençais à faire du community management avec une amie à moi et tout. On a commencé à avoir plusieurs contrats. Après, on s'est dit, vas-y, on fait une boîte. Ah, intéressant ça. Ouais. On a engagé d'autres filles qui étaient community managers. Donc, nous, on est passé en consultance. Et c'était bien. C'était super. Après, c'est vrai qu'elle est partie au Congo. Moi, j'ai commencé à être trop prise. Parce qu'entre-temps, du coup, j'ai créé Fine Art Mastour et donc, c'était plus possible pour moi. D'accord. Mais ça, c'était une partie de ma vie qui continue un peu, mais plus trop dans le community management, mais toujours dans le marketing et la consultance. Et donc, entre-temps, du coup, j'ai eu le déclic par rapport au voile, parce que suite aux commentaires que j'ai eus, ça n'a pas été direct, tu vois, ça a pris des mois. Mais j'avais appelé un de mes professeurs et il m'a dit, tu sais, Marie, on m'appelle Marie, c'est un peu de ta faute. Je dis, pourquoi il me dit ça, genre? Il m'a dit, parce que nous, on te connaît à l'école. On sait comment t'es. T'es hyper active, t'as fait les campagnes présidentielles, tu fais les débats, on sait. Ça nous étonne pas que tu sortes major de ta promo, on t'a vu. Mais qu'est-ce que tu montres aux gens sur les réseaux sociaux? Mais pourtant, sur les réseaux, qu'est-ce que tu montrais? Rien de spécial. C'est ça. Moi, j'ai jamais vu un contenu où je me suis dit... tu vois, où j'ai pu me poser des questions sur... elle, c'est une fille, tu vois. Pas de ce côté-là, mais plutôt l'aspect études. En fait, moi, j'étais vraiment dans le divertissement. Oui. Donc, je faisais que des playbacks, tu vois, et je faisais que des challenges. Oui. Donc, lui, ce qu'il me reproche, c'est pas ce qu'il a dit lui. Il a dit, tu ne montres pas une certaine facette de ta personnalité. Ça, je comprends. C'est-à-dire la facette où tu sais t'exprimer, la facette où tu étudies, la facette où... ta facette de tous les jours, en fait. La femme du quotidien. C'est ça. Parce que celle qui est sur les réseaux sociaux, Fine Art, c'est pas celle qu'on connaît, nous. C'est des moments qui sont travaillés, qui sont réfléchis, qui sont préparés. Ça. Exactement. Et du coup, c'est sur les réseaux, c'est juste pour une fille qui fait que des TikTok dans sa vie. Parce que pour le coup, j'étais hyper active. Je postais 3 à 6 TikTok par jour. Oh, what? Ouais. Et c'était que des playbacks. Ok, d'accord. C'est vrai que comme je suis pas... je pense qu'à ce moment-là, tu me suivais pas. Non. Peut-être. Non. Moi, je te le dis, très honnêtement. Moi, ça fait depuis pas longtemps que je te suis parce que je suis pas ta cible. C'est ça. Tu vois, moi, je suis pas ta cible. Donc, moi, suivre Fine Art, je voyais quand ça buzzait. Tu vois, donc, parce que tout le monde repartage. Mais je me voyais pas pourquoi je vais la suivre. Moi, il y avait rien de spécial. C'était exactement ça. Tu vois, c'est pas son contenu qu'elle fait, ça me correspond pas à moi, ma génération. Son contenu, c'est pas pour moi. Je suis pas du tout sa cible. J'ai pas à la suivre, tu vois. Donc moi, je voyais effectivement quand tu as les challenges, parce que tout le monde repartageait. De temps en temps, je voyais des contenus parce qu'effectivement, tout le monde repartageait. Mais cette période-là, moi, je ne suivais pas. Mais et tu vois, comme j'ai pas le réflexe TikTok, c'est vrai que quand tu dis 6 vidéos, tout de suite, tu sais, moi, je compare à, je pense, Instagram. Oui, non. Donc je pense, mais il faut faire des vidéos avec du contenu réfléchi. Alors que c'est vrai que TikTok, tu as une chanson, tu fais un playback, tu fais une petite chorégraphie dessus, tu postes. Ok. C'est exactement ça. D'accord. Donc c'était la culture du vide, très clairement. Donc 6 vidéos par jour. 3 à 6. Ok, on va dire entre 3 et 6. Okay. Voilà. Entre 3 et 6 mais vidéos. Mais ça reste... Ouais. À un moment, je bombardais. Donc, la culture du vide, il n'y avait rien de spécial en vrai dans ce que je faisais. À part mes challenges, il n'y avait rien. Donc, à ce moment-là, il m'a dit, écoute, montre une autre facette de toi. On est ce qu'on représente aussi, tu vois. Ne donne pas raison à ces personnes-là, c'est vrai. Mais montre qui tu es vraiment, tu vois. Et ça m'a fait un petit électrochoc. J'ai dit, c'est vrai qu'en fait, les gens, ils ne me connaissent pas tant que ça, en fait. Ils ne me connaissent même pas du tout, tu vois. Et j'ai commencé à réfléchir à mon rebranding.
Tu vois, je me suis dit, ok, comment faire? Ça va être difficile et tout. Comment je vais faire et tout. J'aime beaucoup parce que depuis tout à l'heure que tu parles, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment ton côté business, quoi. Tu vois? Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de te recevoir parce que justement, depuis que je te suis depuis pas longtemps, c'est vraiment la chose que je remarque, c'est que tu es très stratégique. Ouais. Tu vois? T'es pas quelqu'un qui, ok, j'ai eu un buzz et qui attend. Ouais, Tu vois? Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, depuis tout à l'heure que je t'écoute, tu as toujours ces phases de, ok, j'ai réussi un succès, comme tu disais tout à l'heure, éternelle insatisfaite. Comment je fais pour améliorer, rendre ça en business, tu vois? Ouais. J'aime bien. Donc, je cherche tout le temps ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est mon cerveau qui est comme ça, c'est pas moi. Ouais. Genre, des fois, même quand je dors la nuit, genre, j'ai des stratégies qui se mettent en place. Ouais. Parce qu'en fait, je vois tellement le potentiel que sont les réseaux sociaux de nos jours et je vois tellement ce que les autres en font dans les autres pays Ouais. que je trouverais ça tellement bête de pas exploiter mon plein potentiel, tu vois. Ouais. J'ai pas fait tout ça pour pas l'exploiter. Ouais. Et si aujourd'hui j'ai eu autant de choses, c'est parce que il y a encore mieux qui m'attend. Ouais. Moi, j'ai 23 ans, Ouais. tu vois. Ouais. Donc, je peux faire 1000 choses dans cette vie encore. Bien sûr. Parce qu'en 5 ans, j'ai fait 1000 choses. Ouais. Donc, ça veut dire dans 10 ans, je peux faire 4 millions de choses, Bien tu sûr. vois. Donc, je vois toujours comment renaître de ses cendres, comment continuer. Parce que c'est comme ça, en vrai. Sinon, tu tasses parce que c'est un milieu où si tu te réinventes pas, bah, c'est mort pour Oui, toi. bien sûr. Tu C'est deviens mort. vite... ok, elle fait la même chose tout le temps. Ok, c'est bon. On a compris une fois, C'est deux ça. fois, 3 fois. Et Et demain, il y a une autre Fainara qui c'est arrive. ça. C'est ça. Donc, c'est comme ça. Donc, tu as la discussion avec ton professeur qui te dit de te réinventer un petit peu, de montrer autre chose de toi. Et du coup, j'ai un petit déclic qui met du temps à arriver. Après, en même temps, il y a l'idée de me voiler qui vient. Et au final, je finis par me voiler, du coup. Donc, rebranding obligatoire. Là, il n'y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Donc, devoir supprimer toutes mes vidéos, devoir tout recommencer. Et surtout, mais qu'est-ce que je vais foutre? Parce que challenge, ça me correspond plus trop. J'ai plus envie d'en faire en vrai. Des fois, j'ai envie, des fois, j'ai pas envie. Je veux pas faire de ça de mon identité, sauf que ça l'était. Quoi d'autre? Bah, il y avait rien d'autre. Donc, quoi d'autre? Tu vois? Et c'est là que l'entrepreneuriat est venu. Ok. C'est là que je me suis dit, en vrai, il n'y a pas assez de marques pour femmes voilées au Sénégal. Je trouve pas assez ce que je veux. En plus, sinon, c'est cher. Ça vient de Dubaï. C'est hyper cher et tout. Je me dis, vas-y, je vais créer mon truc. D'accord. Mais avant d'en arriver au business, Oui. parce que j'ai pas vécu justement cette période sur les réseaux quand tu as eu ce changement-là. Oui. Comment, déjà, comment le cadre familial le prend, Ouais. tu vois, et comment justement les réseaux le prennent, ce changement-là. Alors, le cadre familial, super bien. Ouais. Après, c'est sûr qu'au début, je leur en veux pas. Enfin, c'est sûr qu'au début, ils sont contents, mais tu sais pas si la personne va le garder parce que ça reste un choix quand même hyper boum, quoi, tu vois. C'est du, ouais, c'est. Moi, c'était du jour au lendemain. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que c'est du jour au lendemain ou est-ce que c'est des discussions et après finalement tu. Non, moi, c'était du jour au lendemain. J'ai un peu parlé la journée, quoi. Ok, d'accord. Discussion la journée, le soir. Allô, bonjour maman. Ouais, ok. Ce soir, je me voile. D'accord. Ok, salut. Non, mais en fait, j'ai appelé 2-3 personnes voilées. Je cherchais 2-3 certitudes que ça les. Moi, je pensais qu'au business. Moi, dans ma vie, on me dit j'aime trop l'argent, mais en fait, je me disais est-ce que ça va me bloquer des portes? Dès que je me suis persuadée que ça ne bloquerait aucune porte, j'ai fait vas-y, go. Vas-y, go. Et au final, j'ai cherché à en faire une force, quoi. Très bonne réaction, parce que globalement, on est sur un pays musulman, donc forcément, les gens sont contents. Pas mal de scepticisme, genre, est-ce qu'elle va le garder? Est-ce que c'est une phase Ouais, voilà. Surtout que je me suis voilée genre 5 jours avant le ramadan. Les gens étaient là, allez, grosse hypocrite. Ouais. Il y a le ramadan qui arrive. Elle se voile pendant le ramadan. Sauf que les gens, ils savaient pas que je m'étais voilée pour de bon, quoi. Au final, je l'ai gardée. Parce que moi, je suis quelqu'un aussi comme ça. Je suis très... je prends des décisions comme ça, du jour au lendemain, tu vois. Après, je reviens dessus. Après, je suis comme ça. Donc, certains de mes amis sont en mode, tu vas le garder? Je pense pas. Au final, je l'ai gardé. Et ouais, il y avait un certain engouement, toute une nouvelle communauté du coup de femmes voilées qui ont eu peut-être une certaine référence, parce qu'en fait, avant ça, j'avais pas vu quelqu'un faire tout ce chemin-là. Je dis ça
en toute humilité, parce que peut-être qu'il y en a. Je sais qu'il y avait une fille qui me l'avait reproché et tout à ce moment-là, mais je veux Non, dire. forcément, il y en a. Non, mais je veux dire, pas avec cette ampleur-là, quoi. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est Parce ça. que forcément, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont ta résonance. C'est ça. Et qui ont la communauté que tu as. Donc, ça. il y a forcément, tous les jours, il y a des femmes qui font le choix de se voiler, mais c'est pas tous les jours que tu as une femme qui, au moment où tu te voiles, tu as combien d'abonnés, tu dirais J'étais la plus suivie sur TikTok. À ce C'est-à-dire moment-là, à peu près j'avais presque 3 millions d'abonnés. Tu vois. Voilà, 3 millions d'abonnés. Donc, tu passes de la TikTokeuse qui fait des challenges, qui fait des chorés tous les jours, qui poste 3 TikTok, à tout d'un coup, j'efface tous mes contenus et je suis voilé. C'est ça. Le changement, il est brutal, il est soudain, c'est normal. C'est ça. Ça a choqué, en fait. Ah oui, c'est normal. Ça a choqué, mais globalement, ça a fait plaisir aux gens. J'ai senti une vague de respect. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. J'ai senti une vague de bienveillance. Les gens étaient heureux pour moi. Une nouvelle communauté de femmes. Parce qu'au final, en fait, on ne le sait pas, mais il y a 70% des femmes au Sénégal qui se couvrent la tête. Moi, je ne savais pas. Parce que dans certains milieux que tu fréquentes, tu vas voir que des femmes qui ont des perruques ou quoi. C'était les milieux que je fréquentais, les restos et tout. Mais globalement, dans le pays, il y a tout le monde qui se voile presque, tu vois. Ou qui se couvre la tête. Du coup, j'ai senti cette communauté-là, tu vois, qui était là à me regarder, tu vois, à être fière de moi, etc. Après, j'ai vu que je suis passée un peu en mode has-been. Je sais pas si tu vois. Par rapport à ton audience ? Ouais. Pas à mon audience, mais globalement, même par rapport aux partenaires. Ah, elle est voilée maintenant. Genre. Là, tu l'as ressenti ça quand ouais. Je ressens maintenant l'hypersexualisation de la femme. Genre, on est hyper exposé et on est vu comme des objets. En gros, c'est la question que j'allais te poser parce qu'au-delà de ta communauté, moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, peut-être c'est parce que j'ai mon rôle de père avec 2 petites filles. Qu'est-ce que ça t'a fait à toi, personnellement? C'est quoi aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu es voilée maintenant? 2 ans et demi. 2 ans et demi. C'est quoi le bilan que tu portes? Qu'est-ce que ça, sur le positif que ça t'a apporté, le bien-être que ça t'a apporté, comparé à cette vie avant que tu avais sans le voile? Alors, là, je suis contente d'avoir passé 2 phases parce que je t'aurais dit les premiers mois, j'aurais idéalisé à 100%. D'accord. Parce que les premiers mois, tu es sûr de ton choix, tu es sûr que ça t'a aidé dans tous les côtés. Tu vois pas forcément l'épreuve que ça peut être. Donc, au début, c'était signe de paix. C'était incroyable. Franchement, au début, ça m'a mis la tête sur les épaules et puis je me suis vraiment focus sur moi-même. J'étais comme ça. J'ai travaillé sans relâche et j'avais une force inexpliquée, tu vois. Après, il y a plusieurs phases dans la vie d'une femme, musulmane en plus. Il y a toujours cette phase où tu regrettes. Tu veux pas l'enlever parce que tu as fait tout ce chemin, mais tu regardes quand tu étais comme ça. Oui. Tu te dis, oh, j'avais des bonnes stats quand même, puis j'étais jolie quand même, puis j'étais tatata quand même, puis... Après, toi, c'est dur parce qu'effectivement, toi, c'est pour que les gens comprennent bien... ça sera toujours difficile pour eux de comprendre, mais en plus, toi, tu es une femme publique. C'est ça. C'est ça qui est dur. C'est super. En fait, la différence... Avant, genre, tu rentres dans une pièce, tout le monde est là, waouh, genre, tout le monde te regarde, t'es grande, t'es jolie et tout, tu vois. Le voile, ça te protège. Donc, automatiquement, on te voit moins. En tant que femme, c'est compliqué. Mais ça doit te faire du bien de te sentir protégée. Ouais, ça fait un bien de fou. Ça fait un bien de fou parce que même, c'est un monde où les femmes sont super sexy et tout. Et j'ai pas de mal avec ça, mais c'était pas moi. Moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez pudique. Donc, j'ai jamais vraiment aimé les habits sexy. Même ça, je pouvais le porter avant en soi. Du coup, ça m'a plus permis d'être moi-même sur ce côté-là, tu vois. Ça t'a apporté une paix? Ouais, une paix intérieure de fou. Une paix intérieure de fou, mais aussi un combat qui va au-delà de l'apparence, quoi. Parce que tu dois accepter à aimer ton voile, malgré que des fois, tu te sens pas belle avec. Des fois, tu as envie de lâcher tes cheveux, tu as envie de t'habiller comme avant, de te maquiller, etc. Puis après, tu te rends compte que ton voile, tu l'as pas mis que pour la mode. Et c'est là que le vrai combat, il commence, tu vois. Parce que tu dois t'accrocher à ton hijab.
t'as pas fait tout ça, tout ce chemin. Parce que moi, j'imagine même pas le retour. Ça sera horrible. Des fois, j'y pense à enlever parce que c'est dur. J'aime pas, ça me saoule. C'est comme toutes les femmes, on a des nafs, tu vois, genre, enfin, comme tout le monde. Et après, je me dis, non, vas-y, quand je pense aux femmes que j'ai motivées, quand je pense à tout ce qui s'est passé, tout ce que ça m'a apporté, je peux pas. Je peux pas l'enlever, même quand je pense à Dieu, tout simplement, tu vois. Mais c'est vrai que des fois, je suis en mode, j'ai envie de péter les plombs et de le retirer et de demander, enfin, de donner aucune explication à personne. Parce que c'est ma vie. Mais aussi, tu sais, t'as cette responsabilité d'être voilée. Et du coup, quand t'es exposée, t'as une certaine partie qui vont dire que t'as pas à être exposée en tant que femme voilée. On va te reprocher beaucoup plus de choses sur ton comportement. Alors que voilée ou pas voilée... Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois ? Que quand t'es voilée sur ton comportement, tu dois être encore plus attentive. Ouais, surtout. Tu dois pas faire ça, t'es voilée. En plus, maintenant, je suis voilée et mariée. Tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça. Attends, t'es pas encore maman, parce que quand tu vas être voilée, mariée, maman, oh là là. Oh là 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 là. Donc, c'est ça. Donc, tu dois te tenir d'une certaine façon beaucoup plus. Et ouais, c'est un peu chiant. La halal police, là, elle me fait chier, franchement. Genre, Est-ce que dans ton entourage, t'avais des femmes voilées ? Non. Non ? Pas à l'époque, non. Ouais. En fait, pas avant, quoi. En fait, pourquoi parce que, tu sais, moi, je me pose la question. Là, c'est le papa qui te pose des questions pour que toi, tu me conseilles. Oui. Tu sais, on n'en a jamais vraiment parlé avec Karel. Et je sais que Karel n'aurait aucun problème avec ça. Mais, tu vois, moi, j'aimerais beaucoup que mes filles se voilent. Mais j'ai pas envie de leur imposer. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie de leur imposer, mais je sais que je sais la protection que ça leur mettrait, comme tu dis, surtout dans ce monde où tout est hyper sexualisé, les femmes sont prises comme des morceaux de viande ou des trucs comme ça. Tu vois, j'aimerais beaucoup ça. Je sais que mon cœur serait encore plus en paix, tu vois, si mes filles le faisaient. Et justement, je me demande comment tu aurais aimé que tes parents t'en parlent. Ah, de mon voile ? Ouais. Ok. Parce que c'est vrai que ma mère, pour le coup, elle n'est pas voilée, tu vois. Donc, je sais pas dans quel contexte elle aurait pu m'en parler. En vrai, on m'en a jamais parlé. Ouais. Mais j'ai toujours pensé, naturellement. Parce que j'ai toujours vu ça avec de l'admiration. Après, comment j'en parlais à mes petites filles ? Après, c'est différent parce que je suis voilée. Donc, si j'en ai, forcément, elles vont vouloir ressembler à leur maman. Mais si c'est toi, peut-être, non, pas leur imposer, mais leur apprendre leur religion, tu vois. Leur religion. Parce que moi, le fait, tu vois, que j'ai été éduquée par, du coup, des parents français, etc., ça m'a un peu éloignée de tout ça. Et c'est un truc où, vas-y, j'ai toujours voulu me rapprocher de la religion. Donc, dès le bas âge, leur inculquer une religion sur leurs devoirs, leurs droits en tant que femmes et les comportements des femmes exemplaires de notre religion racontées sous forme de contes. Tu vois, il y a beaucoup d'histoires qu'on explique pour les enfants, tu vois. Sur YouTube, tu peux trouver les histoires de Khadija, Aïcha, tout ça, et leur faire rêver, en fait. Parce que une certaine population a des princesses. Nous aussi, on a nos reines, tu vois. Et leur permettre de, pas fantasmer, mais de rêver sur ça. Peut-être que ça leur fera avoir cette envie naturellement. Et le naturel, c'est le mieux. Et c'est sûr que ça les protégera. Après, comme je dis, il y a des malades de partout. Il y en a, les voiles, ça leur empêche rien du tout. mais c'est sûr que moi, pour le coup, j'ai vu que les gens ne se permettaient plus certaines choses. Donc c'est ça te protège. Oui, j'ai senti la différence directe. On n'osait même plus me proposer certaines choses. Et puis même moi, genre, avant, pour refuser et tout, c'était chiant, tu vois. Maintenant, je me dis, haram. Haram. Tu vois, j'ai même plus... tu m'as pas vu ou quoi ? Haram. Il n'y avait pas ça. Donc, j'avais ma protection, tu vois. Donc, ouais. Mais et tu dis que les marques, aussi, tu as ressenti au niveau des marques, elles se sont un peu éloignées. Oui, certains contrats, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, Bon, déjà, tu as toute une partie où tu peux plus le faire, genre vêtements et tout, tu peux plus le faire. Et certaines marques, je l'ai bien senti quand même. Et j'ai eu des échos que c'était pour ça, tu vois.
Donc, ça m'a fait... En vrai, ça m'a pas fait mal. Je me suis dit, écoute, si là, il te ferme une porte, c'est qu'il t'en ouvre 10, tu vois. Donc, je m'en foutais. Mais je trouvais ça dommage avec le temps, quoi. Parce que déjà, moi, j'avais un profil où des fois, c'est compliqué vu que je suis métisse. Ouais. Et du coup, sur certaines campagnes pour le Sénégal, je suis moins légitime qu'une Sénégalaise. Ouais. Parce qu'on se dit, ouais, mais elle est claire, c'est décomplexé, tu vois, quand ils me prennent. Donc, je perds beaucoup de contrats par rapport à ça. Et là, en plus de ça, avec le voile, métisse, avec le voile, bon. Mais ça t'a ouvert une autre porte, comme tu dis. Parce que tu as lancé ta marque. Exactement. Qui s'appelle Fainara Mastour. Fainara Mastour. Fainara Mastour, acheté. Donc, tu vois qu'à Dubaï, effectivement, il y a des trucs, mais ça coûte cher. Tu vois qu'il n'y a pas... cher. C'était pas mon style. Ouais. Et du coup, j'ai créé ma marque. Au début, en fait, je me fournissais en France. Ouais. J'avais des fournisseurs. Sauf que, bon, avec le temps, je me suis dit, à quoi bon créer une marque si c'est pour se fournir ailleurs ou quelqu'un d'autre un jour va pouvoir se fournir là où tu te fournis et proposer la même chose que toi. Du coup, je me suis dit, vas-y, crée ton atelier. Ok. Parce qu'au début, j'avais des fournisseurs à Dakar qui faisaient la couture. Ouais. Et aussi mes fournisseurs en France. D'accord. Sauf qu'au final, éthiquement parlant, je trouvais ça pas ouf d'avoir des fournisseurs en France en vrai. Sachant qu'on est un pays où l'un des premiers métiers, c'est la couture quand même, tu vois. Je trouvais ça dommage de faire travailler des Français alors qu'on peut faire travailler des Sénégalais. Après, pour le coup, j'avais été déçue un peu de ce que je trouvais par mes fournisseurs qui étaient faits par des Sénégalais, mais manque de sérieux, détails pourris. En plus, ça me faisait ça super cher quand j'y repense. Et au final, bon, ça m'a permis d'apprendre. J'ai commencé à aller moi-même au marché, comprendre les tissus, toucher, savoir les prix, négocier. Genre, là, ça peut plus là, me on peut plus t'avoir, là. Non, là, c'est bon. Là, c'est bon. Avant, on pouvait m'avoir de ouf, mais maintenant, je connais tout. Ouais. Je connais tous les détails sur filage. Parce que ça fait combien de temps que tu as créé la marque là? C'est 1 an. 1 an, ok. 1 an. Et du coup, au final, j'ai acheté mes machines. Ouais. J'ai créé mon atelier. Ouais. Et maintenant, il y a quoi? On est presque 30 employés. Machallah, 30 Ouais. en 1 an. Ouais. Machallah. Incroyable. Et employés mensuels, mais il y a beaucoup de personnes avec qui on travaille. Ouais, tu sous-traites quand t'as... Ouais. Ouais, on sous-traite aussi beaucoup d'ateliers. En 1 an. Ouais. Est-ce que tu le réalises? Non, franchement, c'est incroyable. C'est dingue. Et le pire, c'est que je vois que la limite, je la vois pas en fait. Je sais pas si tu vois. Bah bien sûr. Parce que si la fait ça en 1 an. demande, elle est tellement présente. Et moi-même, j'arrive pas à gérer la demande, tu vois, par rapport à mes clientes. Après, c'est ça, c'est que l'avantage, mais en même temps, le piège que toi, tu as, c'est que tu as une communauté. C'est ça. Et une grosse communauté. Ouais. Donc, ça veut dire que quand tu fais un drop, ça marche. Ça part vite. Ouais. Et en plus, si les clients sont satisfaits du premier drop, quand on fait un deuxième, tu as ceux qui étaient déjà là qui reviennent. C'est ça. Et le bouche à oreille, les nouveaux qui arrivent. Ouais. Ça va très vite. Ça va très vite. Mais du coup, si il se passe un petit problème aussi, oui, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. Bien sûr. Merci, ça ne s'est pas encore produit. Ça se produira pas, Inch'Allah. Inch'Allah, mais on fait tout parce que tu sens des fois qu'il y en a qui veulent te mettre des bâtons dans les roues, tu vois. Un jour, une cliente, elle a reçu un sac. Il s'avère qu'il pleuvait, je crois que mon livreur l'a un peu entassé. Okay. Donc le sachet était truc, quoi, mais le produit restait le même. Elle a pété un plomb, quoi. Ouais. Elle dit, ouais, je t'affiche sur TikTok tout de suite si tu me rembourses pas. Genre, elle parlait comme un chien à ma vendeuse, tu vois. Et à chaque fois, c'est ça la menace, quoi. Je t'affiche sur TikTok, je vais dire que c'est Fainara, tu vois. Alors que Fainara, elle se donne corps et âme pour que tu sois heureuse, là. Après, c'est malheureusement, c'est toujours ça aussi, tu vois, le client est roi. Ouais, le client est roi, quoi. Donc, mais toujours, moi, j'ai dit à mes vendeuses, on peut vous crier dessus, tout faire sur vous, rembourser, échanger, pas de problème. Je veux pas de problème. Nous, on promet une qualité. Si la qualité, la personne, pour X raison, n'est pas contente, mais tu la rembourses. Parce que même en islam, on n'est pas des voleurs. Tu l'achètes pas, il y a quelqu'un d'autre qui va l'acheter, tu vois. Exactement. Pas de problème. Et tu dirais, cette première année, tu as vendu combien de pièces, tu penses? Tu sais à peu près, tu suis? Cette année, j'ai eu mon rapport, on est presque sur... Je vais checker. Vous voyez, la chef d'entreprise, elle a tout sur son téléphone. Hein? Vous la voyez, TikTokeuse, tout ça, nanana. Continuez, restez assis, regardez les TikTok. Non, mais j'ai mon financier, il me fait des rapports. Ah, mais oui, mais c'est ça. Donc,
on va voir. Sachant que l'année dernière, au début, on n'avait pas assez de prod. Attends. C'est où? Pardon. Non, t'inquiète, prends ton temps. C'est ça l'avantage du podcast ici. On a le temps, on n'est pas pressé. Ouais, on est sur 15 000 articles vendus. Waouh! Attends. 15 000. Ouais. Machallah. En un an. Ouais. Est-ce que je pense que toi, tu réalises pas ce que tu fais. Hein. Non, mais pour moi, c'est pas beaucoup parce que je sais qu'on aurait pu faire plus. Oui. C'est ça mon problème, je t'ai dit. Ouais, mais moi, je suis en mode, ouais, mais tu vois, c'est dès le début, j'avais eu mon atelier, là, j'aurais pu faire 40 000 articles. Inch'Allah, tu les feras l'année prochaine. Et dans 2 ans, t'en feras 100 000. C'est ce que je veux. Oui, tu le feras. Mais tu vois, c'est ça où je dis, il faut aussi célébrer, tu vois, ses accomplissements et ses victoires. Parce que la Fine Arad, il y a 2 ans, est-ce qu'elle aurait pensé avoir une boutique et vendre 15 000 articles? Pas du tout. Tu vois? Attends, je t'explique. Mon financier, au début, parce que dès le début, je me suis fait accompagner pour l'aspect finance. Au début, j'avais un stock d'environ 3 millions, 2 millions, je crois. Ou 3 000 euros, je ne sais plus. Et je devais faire 7 millions de chiffre d'affaires en 2 mois pour pouvoir être viable. D'accord. Quand il m'a annoncé ça, j'ai pété les plombs. Je me suis dit, impossible. Ok. Je me suis dit, quoi? 7 millions? Mais non, mais comment je vais pouvoir faire ça? Aujourd'hui, on peut faire ça en 4 jours. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, c'est dingue, l'entrepreneuriat. Ah non, c'est fou. C'est dingue. C'est fou. Et puis, comme on dit, toi tu as la chance aussi, surtout, pouvoir être 360 un petit peu, parce que tu sais faire le marketing. Ouais. Tu as ta propre influenceuse qui est là tout le temps pour mettre en avant. Tu gères l'entrepreneuriat. Tu vois, donc ton background à l'école t'aide à gérer ce que tu fais aujourd'hui. Et Inch'Allah, ça te fait sortir aussi finalement de l'influence. Ouais. Un petit peu. Parce que ma question, c'est est-ce que l'influence, c'est quelque chose que tu as envie de continuer ou c'est plutôt quelque chose où tu as envie de sortir de l'influence? Alors avant, je voulais arrêter. Ouais. Je voulais arrêter parce qu'il y avait trop d'aspects négatifs. Mais en avançant, je me rends compte que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime le fait qu'on m'ait vu évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, je veux continuer. Après, peut-être pas de la même façon. Ouais. Le but à long terme, moi, c'est un de mes objectifs, c'est d'arrêter les partenariats commerciaux. Donc, arrêter de travailler avec les marques, etc. Et gagner de l'argent par soit de mes événements ou ma marque. Ouais. Avec le temps, quoi. Ouais. Donc, être plus une figure en tant que telle plutôt que chercher à créer du contenu tout le temps. D'accord. Donc, je ne laisserai pas les réseaux sociaux, mais c'est sûr que peut-être dans 10-15 ans... C'est juste ta stratégie avec les réseaux sociaux qui est différente. C'est ça. J'ai une stratégie où j'aspire un jour à peut-être avoir tellement d'impact que je serai obligée d'être omniprésente, mais plus de la même façon. Exactement. Tu vois. Parce que comme tu dis, avec les événements que tu fais maintenant, d'ailleurs, là, pendant le Ramadan, tu as organisé une soirée avec différentes femmes. Ouais. Là, tu as un événement bientôt, si je ne dis pas de bêtises, un pique-nique, c'est ça? Exactement. Donc, tu vois, pour moi, c'est super intéressant de voir comment tu as redirigé un petit peu ce que tu fais. Effectivement, oui, il y a eu la grosse redirection avec ton changement d'un point de vue vestimentaire. Mais malgré ça, comme tu as dit tout à l'heure, Dieu te ferme une porte et t'en ouvre une autre. Ouais. Parce que si tu portais pas ton voile, tu n'aurais jamais lancé ta collection. Non, jamais. Tu vois? Ouais, c'est ça que je me dis. Je me dis que ça a été fait pour quelque chose. On dirait un dessin qu'on a tracé. En fait, c'est tellement logique, l'enchaînement, etc., que je me dis, allez, vas-y, crois en Allah, tawakkul, comme on dit. Et c'est tout, tu vois. Je laisse tout mon espoir en Dieu. Ouais. Et malgré mes questionnements, etc., quand je me pose trop de questions, je me dis, vas-y, tu sais quoi, il y a Dieu qui est là. C'est ça. Et de toute façon, je ne sais plus, parce que tu sais, pareillement, hein, j'ai beaucoup de questionnements, beaucoup de questions et tout. Je ne sais plus qui m'avait dit ça et je n'ai pas envie de dire la phrase mal, mais il m'avait dit en gros qu'en fait, c'est justement ton questionnement qui montre que tu as la foi.
que Oui. le fait que si tu te poses pas de questions, Bien sûr. tu vois, c'est pas ça la foi de ne pas se poser des questions. Avoir la Bien foi, c'est se sûr. poser des questions, se remettre en question, c'est toujours essayer d'apprendre, de chercher. Mhm. Donc, c'est tant mieux Ouais. que tu te poses des questions parce que ça veut dire que tu es toujours curieuse et tu cherches toujours à apprendre et à savoir plus. Ouais. Donc tant mieux. Donc, tu as lancé ta marque de vêtements il y a 1 an. Dernièrement, tu t'es mariée. Oui. Félicitations. Merci. Tu as encore lancé une trend. J'ai balancé. Malgré moi. Malgré toi. Aujourd'hui, tu en as parlé rapidement tout à l'heure. Mhm. Comment, justement, ton mari, Mhm. qui lui n'était pas du tout dans Ouais. ce domaine-là, comment il prend ça? Alors, comment il prend ça? En vrai, c'est tout frais parce que tu vois, ça fait même Oui, pas- c'est tout nouveau. Ça fait 3 mois qu'on est mariés, Uh-huh. à peu près. Et comment dire? C'est vrai que ça l'a un peu surpris parce que même nous, franchement, je pensais pas que le mariage allait avoir autant d'ampleur. Je savais que ça allait avoir de l'ampleur, Ouais. mais peut-être pas autant, genre en termes d'impact. Ah non, Même vous moi. étiez sur les réseaux, hein. C'est-à-dire que, waouh! Mais même moi, genre sur mes ventes, sur mes statistiques, c'est depuis lors ça a doublé, tu Ouais. vois. Et maintenant, en vrai, ça lui fait plaisir. Il tire le bon côté du truc parce que lui, c'est un homme très très discret qui aime pas du tout tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Après, lui, ça marche dans ses affaires. Lui, on l'a un petit peu reconnu par-ci par-là. Il a réactivé certains réseaux. C'est juste ça qui Machallah. l'intéresse. Lui, c'est juste ça qui l'intéresse. Il a dit, Continue à me poster un petit peu de temps en temps, là. Vas-y, continue de temps en temps. On se rappelle de moi. Après, le réseau est réactivé. Il fait ses contrats. Et il s'en fout. Bah, En tant vrai, mieux. Il le vit bien, en vrai. Tant mieux, tant mieux. Et donc, pour clore un petit peu la discussion, Mhm, c'est quoi ta vision de Fainara, mhm. on va dire, sur les 5 prochaines années? Tu te vois, est-ce que tu planifies, je vais Ouais. dire, à ce niveau-là, ou comme tu disais il y a quelques secondes, tu laisses à Dieu et tu avances, je veux dire, pas avec une vision à moyen terme, mais plus une vision à court terme en disant, je me focus sur l'année. Alors, les deux. Ouais. Je planifie et en même temps, je laisse ma confiance en Dieu. Mhm. Mais moi, ce que je dis toujours, ok, Dieu, il te dit la subsistance, mais tu vas pas rien foutre en attendant ta subsistance. Ah non, bien sûr. Donc, same, tu vois, je me dis, ok, je fais les causes, je me bats pour avoir ce que je veux. Après, si le plan de Dieu, c'est autre chose, alhamdoulilah, tu vois. Mais je manifeste toujours ce que je veux. Mhm. Moi, Fainara, dans 5 ans, je m'imagine à la tête, du coup, toujours de Fainara Mastour. Je m'imagine établie dans au moins 2 autres pays. Inch'Allah. J'aimerais bien. Je m'imagine continuer sur les réseaux sociaux. Maybe avoir une petite famille. On verra si Dieu me donne. Inch'Allah. Et continuer ma petite vie d'entrepreneuriat. Ouais. Peut-être m'être lancée dans l'immobilier. Voilà. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est déjà bien. Développer le groupe Fainara. Développer le groupe Fainara et commencer régulièrement YouTube. Ça, c'est vraiment mon combat. Ne dis pas ça ici, Non, j'ai dit. parce qu'on connaît les teams YouTube et je suis sûr que ta team YouTube là, elle doit t'attendre Ah non, mais de tellement. pied ferme. Non, mais là, c'est bon. 2025, c'est bon. Wallah, je me mets bien sur YouTube. Fainara, dis pas voilà, parce que Samba. YouTube, Il est où, Samba? il est de l'autre côté, il nous entend pas. Samba. Non, c'est bon. Je me mets bien sur YouTube. Je manifeste. Dieu. Je me mets bien sur YouTube. Je me mets bien dans mes contenus. Et voilà, je me vois avoir un rythme de vie sain, sport. Voilà. Parce que t'es en mode challenge là. Là, je suis en mode challenge. Après avoir mangé de pizza. C'était des pizzas végétariennes. Ils m'ont forcé. C'est quoi ton réseau préféré? Mon réseau préféré, c'est Snapchat. Snapchat? Ouais. Alors Snapchat, je connais pas du tout. Bah, au début, moi, j'étais pas du tout présente, mais c'est là que, en fait, tout se passe. C'est là que mes abonnés ont vu ma vraie personnalité. Enfin, c'est même pas des abonnés, c'est ma commu. Genre, on est des copines maintenant. Je partage toute ma life avec eux, mais de tout. Mais c'est tellement drôle, Snap. Franchement, ah ouais, c'est mon meilleur réseau. C'est vraiment ma vraie personnalité. D'ailleurs, j'essaye un peu plus d'être comme ça sur Insta en ce moment. Ok. Parce que je trouve ça dommage que les gens mais en fait les gens ils savent pas qui je suis. Ouais, Genre ouais. il y a que ceux qui me suivent sur Snap qui savent et c'est Qui savent. oui. Et c'est dommage donc Snapchat. Ok, d'accord. Mais en tout cas, Fainara, ça a été un plaisir de te recevoir. Et moi aussi, ça Plaisir me fait de trop plaisir. te découvrir.
Tu vois? Merci. Parce que, comme je dis, effectivement, ça fait pas longtemps que je te suis, Mhm. mais que je te vois, mais ça fait pas longtemps que je te suis. Mhm. Et ce que j'aime beaucoup et ce que je vais retenir surtout, moi, de cette discussion, c'est que tu es une hyperactive Oui. qui a pas peur d'essayer. Parce que tu peux être hyperactif, mais tu peux avoir beaucoup d'idées, tu peux avoir beaucoup de choses en tête, mais tu n'essaies pas. Et ce que je retiens de toi, c'est que tu as toujours foncé dans ce que tu fais. À partir du moment où tu crois à une idée, tu y vas à fond, tu vas pas à demi-mesure. Je retiens que tu es une étoile, comme dit ta maman, une étoile brillante. Tu vois, et Inch'Allah, tu vas continuer de briller. Inch'Allah, si Dieu le veut. Non, il Je le veut, Inch'Allah, tu vois. Et tu vois, et ce que je trouve qui est surtout inspirant dans ce que tu fais, pour moi aujourd'hui, c'est que tu montres à des jeunes femmes que tu peux avoir tes croyances, tu peux être moderne à la fois, et tu peux surtout être une créatrice de contenu, mais surtout une entrepreneur. Ouais. Tu vois, tu as su saisir tes opportunités, mais tu sais te développer pour grandir. Tu stagnes pas dans un truc et tu essaies toujours d'aller plus loin, de push le next step, Donc, on veut que tu continues de pousser et d'aller le plus loin possible. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ta disponibilité. Merci à toi. Et Inch'Allah, j'espère te revoir dans 4-5 ans dans le podcast. Ouais, tu mettras l'extrait avant-après. Non, t'inquiète, je mettrai le avant-après et le prochain, on le fait dans ton bureau, Fainara Group. Ouais. Tu vois? Bureau? Dans le building. Dans le penthouse. Le penthouse. Dans le penthouse du Fainara Group, ou dans le jet privé. The yacht. C'est ça, parce que tu auras ouvert une boutique à Dubaï, une boutique à Paris, tu vois, une boutique à Londres. Londres. Lagos. FEP. Inch'Allah. Inch'Allah. Amin. En tout cas, la team incroyable. Bon, j'ai pas besoin de vous dire, hein. Allez la suivre, allez la follow si vous le faites pas déjà, parce que bon. Non, mais. Allez la follow. Si vous voulez avoir... Vous êtes ma cible. Arrêtez de penser comme Olivier. Vous êtes ma cible. Venez. Allez la voir si vous voulez de la bonne humeur, de la bonne énergie et surtout de l'inspiration parce qu'elle fait de très, 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 très belles choses pour la jeunesse sénégalaise et elle fait des très belles choses pour l'entrepreneuriat. Oh. Allez l'encourager, allez lui donner beaucoup de force, beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie et... Fuck les haters. Oups, pardon. Oups. En tout cas, merci d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à très vite dans un prochain podcast. Peace. Allow me to reintroduce myself. My name is Ho.